Merci Jean-Claude, bonjour à tous. Je pourrais vous dire évidemment, ça serait plus facile, que je n'ai pas besoin de présenter Luc Ferry puisque vous le connaissez tous. Alors, il est très vrai que vous le connaissez tous, mais pas tous aussi bien que moi. Je veux dire pas tous aussi bien que je le connais moi. D'abord parce que c'est mon ami, ensuite parce que je le lis depuis bientôt 40 ans. Alors ce que vous savez tous, bien sûr, c'est qu'il est philosophe et qu'il a été ministre de l'Éducation nationale pendant près de 2 ans sous la présidence de Jacques Chirac dans le gouvernement de Jean-Pierre Raffarin. Ce que je sais, moi, outre le fait qu'il est mon ami, c'est qu'il a 2 agrégations, ce qui n'est pas si fréquent, hein, une en philosophie, une autre en sciences politiques, et surtout qu'il fait partie de ceux guère nombreux qui ont changé l'histoire de la philosophie française. En effet, après plusieurs livres fort savants, mais trop universitaires pour que le public et moi nous y portions vraiment attention, Luc a publié en 1985, avec son ami et collègue Alain Renaud, un livre iconoclaste, au sens littéral du mot, à la fois courageux et fort, intitulé « La pensée 68 ». Et dans ce livre, il s'en prenait aux idoles, aux icônes, de ce qu'on appelle aux États-Unis la French Theory, hein, c'est-à-dire Foucault, Deleuze, Derrida, Lacan, Bourdieu, etc. Et au fond, je crois qu'on s'était déjà rencontrés, mais c'est ce livre qui nous a rapprochés. J'avais écrit une longue lettre, non seulement de félicitations, mais de soutien, parce qu'il a été évidemment très violemment attaqué. C'est ce qui nous a rapprochés. Nous n'étions d'accord au fond sur rien. En tout cas, nous n'avions pas du tout la même philosophie. Luc se situant dans ce qu'on peut appeler la tradition idéaliste. Pour faire bref, Platon, Descartes, Kant. Et moi, plutôt, moi, dans la tradition matérialiste. Pour faire bref, Épicure, Spinoza, même si Spinoza n'est pas matérialiste, mais les matérialistes ont souvent besoin d'être spinozistes. Diderot, Marx. Bien. Nous n'avions pas du tout la même philosophie, mais nous avions au fond les mêmes adversaires, c'est-à-dire cette espèce de sophistique qui s'est emparée de la pensée française dans les années 60-70. Et c'est pourquoi j'ai suggéré très vite à Luc de faire un livre ensemble sur le maître des sophistes, qui est le génial sophiste Nietzsche. Le livre s'appelait « Pourquoi nous ne sommes pas nietzschéens ?» Et puis plus tard, nous avons fait un livre pour confronter nos désaccords, pour mieux nous comprendre, que nous avons appelé « La sagesse des modernes ». Alors la vraie question, ça serait pourquoi cette singularité de Luc Ferry? Pourquoi est-ce que dans ce règne de la sophistique 68ard ou post-68ard, il s'est levé tout d'un coup pour dire des choses que personne ne disait? Alors je pense que ça s'explique en partie par le fait qu'il a fait ses études universitaires en Allemagne, ce qui est déjà une singularité philosophique forte, mais aussi, je crois, simplement parce qu'il aime trop la vérité, justement, pour supporter la sophistique. Et c'est ainsi qu'il a redonné ses lettres de noblesse philosophique en France à l'humanisme, au rationalisme, au libéralisme. Alors, il a publié de très nombreux livres. Je n'ai pas compté, mais ça doit être 50, 60, enfin, c'est effrayant. 200. Combien? 200. 200 livres. Non, mais il y en a des petits, rassurez-vous. Mais disons que Luc est avec Michel Onfray, mais sur des positions à peu près opposées, le plus prolifique de nos philosophes. Parmi ces très nombreux livres, donc juste quelques points de repère, Le Nouvel Ordre écologique, en 1992, qui est un livre important parce que c'est la première fois, à ma connaissance, que quelqu'un signalait, voire dénonçait les dangers anti-humanistes, pour le dire rapidement, d'un certain courant de l'écologie radicale. Je ne m'y attarde pas parce que Luc aura l'occasion de reprendre le dossier puisque son nouveau livre sur les 7 écologies porte sur le même objet, même s'il ne dit pas exactement, évidemment, les mêmes choses. Ensuite, j'en pointe quelques-uns, L'homme-dieu ou le sens de la vie, La révolution de l'amour, Vaincre les peurs, La philosophie comme amour de la sagesse, un fameux dictionnaire amoureux de la philosophie, dans la collection des dictionnaires amoureux,
Cette façon d'être heureux, qui est l'un des plus récents, sans parler de très nombreux livres sur la mythologie, qui expliquent le chiffre effrayant qu'a donné Luc, et en terminant bien sûr par le livre que vous avez sur votre table, Les 7 écologies, qui nous vaut le plaisir aujourd'hui de le recevoir. Politiquement, puisque le sujet du jour touche à la politique, Luc fait partie de la droite républicaine, en l'occurrence d'inspiration gaulliste. Je me suis souvenu en préparant cette brève présentation de 2 anecdotes qui me font toujours sourire. Dans un colloque où nous étions ensemble, mais il y a 30 ans peut-être, Luc un jour a déclaré ceci: « Soyons honnêtes, dans cette salle, nous sommes tous sociodémocrates, sauf ceux qui sont fascistes. » Et ça disait quelque chose sur le climat de l'époque. Et puis, quelques années plus tard, tu m'avais dit, là on était en tête-à-tête, tu me disais « Soyons lucides. Entre un homme de droite généreux et un homme de gauche intelligent, il n'y a pas beaucoup de différence. » Et dans les 2 cas, ça m'avait donné à penser. Mais la vraie singularité de Luc est ailleurs. Pour le résumer d'un mot ou de 2, je dirais que Luc est un progressiste de droite, au sens où il y a des réacs de gauche. Les réacs de gauche, c'est Régis Debray, c'est Alain Finkielkraut, du temps où Alain était de gauche, c'est moi, à certains moments ou d'un certain point de vue. Eh bien, au sens où il y a des réacs de gauche, et c'est plutôt bien, il y a aussi, mais il n'y en a pas tant que ça, des progressistes de droite, et je crois que Luc est le plus brillant d'entre eux, et c'est pourquoi j'ai tellement de plaisir à l'idée de t'écouter. Mon cher Luc, la parole est à toi. Bravo. Un grand merci, mon cher André. C'est vraiment adorable cette présentation. Merci, Président. Merci à vous. Je voudrais saluer aussi mon ami Bruno Durieux, le ministre qui est dans la salle, saluer les élus, les parlementaires qui sont là, mon ami Jean de Kervazoué, Claude Tello, qui fut un grand directeur de l'évaluation au ministère, et pas seulement, polytechnicien, mais pas idiot pour autant. Et... Pardon, je te fais la blague régulièrement. Voilà. Merci à vous d'avoir la gentillesse de m'écouter sur ces sujets un peu compliqués en vérité et politiquement très sensibles. Quand j'ai publié un tout petit peu de l'histoire personnelle, quand j'ai publié le Nouvel Ordre écologique, je crois que c'était en 1992, Jean-Marie Cavada m'avait invité dans une émission que les plus anciens connaissent, La Marche du siècle. Et comme on fait dans les émissions de télévision, il avait évidemment invité des contradicteurs. Il avait invité Antoine Wechter, qui était à l'époque le leader des Verts, un parti qui se voulait révolutionnaire, qui était dans le sillage du rapport Meadows de 72, donc ce qu'on appelait la croissance zéro. À l'époque, on ne parlait pas de décroissance, on parlait plutôt de croissance zéro. Mais enfin, c'était à peu près la même idée, même si Meadows lui-même ne voulait pas employer le terme de décroissance, qu'il trouvait répulsif. Il parlait de croissance zéro, mais enfin, c'était à peu près la même idée. Il avait donc invité Antoine Wechter, leader des Verts à l'époque, et puis Susan George, une américaine d'ailleurs sympathique, qui était la patronne de Greenpeace. Ils m'ont donné 2 métaphores qui sont restées dans ma mémoire et qui sont très significatives des 2 grands courants qui animaient à l'époque l'écologie politique. En France, il y avait les Verts, Wechter, et puis il y avait Génération Écologie de Brice Lalonde. Et l'écologie politique était structurée en 2 grands courants. Il n'y en avait que 2. Il y avait en Allemagne les Fundi et les Realo, et en anglais, aux États-Unis, au Canada, on disait les deep ecologists et les shallow ecologists. C'était la même configuration. Qu'est-ce que ça voulait dire? Ça voulait dire que les uns étaient révolutionnaires, partisans de la décroissance et donc anticapitalistes. Les autres étaient sociodémocrates et simplement réformistes. Ils voulaient corriger les effets pervers du système capitaliste et du développement industriel, mais ils ne voulaient pas anéantir le système capitaliste ou le système... Ils étaient sociodémocrates. Donc ils étaient réalo et pas fundi, comme Danny Cohn-Bendit, par exemple, était un réalo en Allemagne et pas un fundi. Ils m'ont donné 2 métaphores qui sont restées dans ma mémoire et qui indiquent bien comment le champ politique, le champ de l'écologie politique était structuré à l'époque. Wechter m'a dit, quand la baignoire déborde, les imbéciles mettent des serpillières autour de la baignoire, les gens intelligents ferment le robinet.
métaphore de la croissance zéro. Les imbéciles, c'était évidemment une flèche dirigée contre Brice Lalonde, contre Génération Écologie, et c'était une manière de dire que le seul parti sérieux en matière d'écologie, c'était le parti qui se voulait officiellement révolutionnaire, qui était le Parti des Verts. C'était dans ses statuts. La révolution était dans les statuts des partis verts de l'époque. Et puis, Suzanne Georges m'a donné une métaphore qui est meilleure encore. Elle a dit, quand vous voulez aller à Marseille et que vous venez de Paris et que vous êtes sur l'autoroute, si c'est marqué partout dans les panneaux d'autoroute Lille-Bruxelles, c'est pas la peine de ralentir. Ralentir ne sert à rien, il faut faire demi-tour. Et là, c'était une métaphore de la révolution conservatrice. Révolution, étymologiquement, c'est bien le U-turn dans son langage à elle. Elle était évidemment américaine, donc demi-tour. Et l'idée, à l'époque, ça renvoyait à un film qui était très populaire à l'époque, presque tout le monde avait vu, Danse avec les loups, et qui racontait l'histoire d'un soldat yankee blessé qui se retrouvait dans les territoires perdus des États-Unis, ce que les romantiques américains appelaient la wilderness, on pourrait dire presque l'état de nature, et donc qui découvrait la vie des loups, des Indiens, des bisons, et on voyait par contraste ces massacres commis par Buffalo Bill et par les Yankees qui massacraient les bêtes et massacraient les bisons, là où les Indiens ne prélevaient qu'une ou deux bestioles pour fabriquer leurs vêtements et passer l'hiver. Et donc c'était une métaphore, elle aussi, du U-turn, du demi-tour, du retour à la wilderness, à l'état de nature, à la Urnatur, en allemand, la nature originaire des romantiques. Il y avait là une métaphore tout à fait romantique. Anti-moderne, retour en arrière. Et donc on avait deux courants de l'écologie, encore une fois, les Fundi et les Réalos, les révolutionnaires et les sociodémocrates. Ça calquait l'opposition entre communistes et sociodémocrates, tout simplement. Il n'y avait que deux courants, pas d'autres. Aujourd'hui, l'écologie politique s'est structurée en 7 grands courants. Et encore, je laisse tomber l'écologie intégrale du pape parce qu'elle ne constitue pas un mouvement politique à proprement parler. Elle ne s'est pas structurée en mouvement politique, mais sinon il y en aurait 8. Mais il y en a 7 aujourd'hui. Et ces courants se disputent entre eux, parfois se détestent entre eux. Ce n'est pas entre anti-écolos et écolos que les combats les plus violents ont lieu. C'est à l'intérieur même de l'écologie. Où là, d'ailleurs, c'est toujours la même idée, c'est toujours dans le même parti qu'on se déteste le plus, c'est toujours dans le même courant politique qu'on se déteste le plus, parce qu'on est évidemment en concurrence. Et donc, ce que j'ai raconté dans mon livre, ce sont les 7 courants en question, et c'est ce qui les anime. Et c'est ce que je vais vous raconter aujourd'hui très simplement. Je garde le dernier pour la fin, parce que c'est celui dans lequel, évidemment, je me reconnais. Le premier courant, il est représenté par Yves Cochet, dont vous vous souvenez qu'il fut un de nos ministres de l'écologie, de l'environnement. Yves Cochet, qui est un type assez sympathique, je ne partage aucune de ses idées, mais c'est un homme civilisé, c'est un mathématicien à l'origine, et c'est un homme avec lequel on peut argumenter, on peut avoir des échanges sans qu'on se fasse traiter immédiatement de négationniste ou de nazi. Et donc c'est un homme intéressant. Encore une fois, je ne partage aucune de ses idées, mais il défend le courant qu'on appelle effondriste ou catastrophiste ou collapsologue. Il est rejoint par Pablo Servigne, qui invente le terme de collapsologie, avec cette idée que l'effondrement du monde, la fin du monde est inévitable. Yves Cochet aime bien ressortir ce petit slogan « Ne vous alarmez pas, c'est la catastrophe ». Ne vous alarmez pas, c'est la catastrophe. Donc il vise les alarmistes décroissants ou les alarmistes, les Fundi ou les sociodémocrates. Il dit ça sert à rien, c'est trop tard. L'effondrement du monde est inévitable, la fin du monde est inévitable. Là, il écrit un livre en 2019 qui s'appelle Devant l'effondrement, qui est un livre très intéressant, passionnant, parce que c'est un formidable scénario de science-fiction, c'est très bien écrit, c'est très bien fait. Et ce qu'il explique, c'est que comme la décroissance est invendable, écoutez bien, parce que l'argument est fort, étant donné que la décroissance est invendable, sur les 193 pays de l'ONU, il y en a pas un seul qui plaide pour la décroissance. Regardez aujourd'hui, Emmanuel Macron se réjouit du fait qu'on ait une croissance à 5 ou 6 points qui repartent et qu'on va recréer des emplois, les entreprises vont repartir. Il n'y a pas un seul pays au monde qui plaide pour la décroissance, donc la décroissance étant invendable, la catastrophe est inévitable. Première page de son livre, je cite sans changer une virgule, évidemment, la fin du monde tel que nous le connaissons est possible en 2020, probable en 2025, certaine en 2030.
Ça, c'est la thèse des collapsologues, précisément parce que la décroissance est invendable. Le seul moyen d'éviter la catastrophe, ce serait la décroissance, mais comme c'est invendable, la catastrophe est inévitable. Et il ajoute évidemment dans son livre qu'il y aura 4 milliards de morts. Nous sommes aujourd'hui 8 milliards d'individus. Alors, en fait, ce que décrit le livre d'Yves Cochet, Pablo Servigne fait la même chose. Hein. Au fond, c'est les deux grands collapsologues, les deux grands catastrophistes ou effondristes, les trois termes sont équivalents. Ce qu'ils décrivent, c'est le monde d'après. Et c'est pour ça que c'est un formidable scénario de film. Et donc, ils disent que comment on va s'organiser après? Il n'y aura plus d'électricité, il n'y aura plus de pétrole, même le vélo sera inutilisable parce que le caoutchouc des pneus, on n'en aura plus. Et donc, on va être dans des biorégions qui seront totalement localisées, on sera dans le locavorisme absolu. Et donc, il raconte, et on sera dans des organisations politiques qui ne seront plus les organisations de l'État-nation, mais qui seront des organisations anarcho-démocratiques, si je puis dire, mais qui seront évidemment locales. Et donc, là où le livre est très intéressant, c'est qu'il décrit après, le monde d'après. Mon ami Jean-Pierre Dupuy, polytechnicien lui aussi intelligent, reproche fondamentalement aux collapsologues, et en particulier à Yves Cochet, de démobiliser les militants écologistes, parce que si la catastrophe est inévitable, à quoi ça sert de faire quoi que ce soit? Bon, l'argument, pardon de le dire, est idiot, parce que ce que dit Yves Cochet, c'est qu'il ne s'agit pas du tout de démobiliser, il s'agit de mobiliser sur le monde d'après. Et donc, il n'est pas du tout dans l'idée qu'il faut abandonner le combat, au contraire. Mais il dit le combat ne porte plus sur le monde d'avant, il porte sur le monde d'après. Et donc, c'est très cohérent. J'ai eu le débat avec lui, qui a été publié dans un livre chez Odile Jacob. Et voilà ce qu'il me dit. Je lui dis, mais comment tu vas vendre ton truc? Et il me répond ceci, donc je le cite puisque c'est publié. « Je ne crois pas que le changement puisse résulter du fait que je me présente aux élections en mettant au programme la décroissance, en proposant une réforme, un projet de loi. Ça ne se passera pas comme ça. Il faut que se produise une vraie catastrophe humaine, sous quelle forme je n'en sais rien, et l'on verra alors un Churchill, un Roosevelt ou un De Gaulle se lever et dire « Voilà ce que je propose, il faudra serrer les boulons ». Il continue. C'est malheureusement ce qui risque d'arriver compte tenu de l'aveuglement de nos politiques. Je ne sais pas quand cela va arriver, la catastrophe, mais je suis sûr qu'elle arrivera. Mon ami Jean Gadret, un économiste qui a écrit un livre sur la fin de la croissance, imagine que l'on pourra projeter un modèle de décroissance joyeuse et de sobriété prospère qui donnera envie aux gens d'adhérer au projet. On promouvra les biens immatériels, l'amour, Mozart, plutôt que les biens matériels. C'est un projet sympathique, mais ce n'est pas ainsi que les choses se passent en politique. Il faut qu'il y ait un désordre social, pour ne pas dire un chaos ou une guerre civile, pour que se produise un sursaut. Ça ne veut pas dire que c'est un méchant homme, mais il dit la catastrophe est le seul moyen de mettre le coup de pied au fond de la piscine pour remonter. Voilà la thèse des catastrophistes. Et après, encore une fois, la description du monde d'après, elle est tout à fait passionnante si on s'intéresse à la science-fiction. Avec un rationnement joyeux, comme ils disent. Ma mère, qui est encore de ce monde et qui a connu l'occupation, m'a dit que le rationnement était rarement joyeux. Le deuxième courant, c'est évidemment justement celui de la décroissance, c'est-à-dire le courant des alarmistes révolutionnaires. Il est représenté par Aurélien Barraud, grand succès en librairie, Serge Latouche, par exemple, qui multiplie les livres sur la décroissance joyeuse. Et donc, cette décroissance, il faut bien voir que c'est une décroissance tous azimuts. C'est-à-dire, c'est pas simplement la décroissance de la consommation, mais c'est aussi la décroissance de la population. Et c'est assez intéressant parce que cette décroissance, Yves Cochet a raison, elle est évidemment invendable. Par exemple, Serge Latouche, dans ses différents livres sur la décroissance. Alors je cite tout ça parce que dans mon livre il y a des citations en permanence parce que je voulais que ce soit étayé et qu'on puisse y référer et retrouver les références. Sinon ça, c'est pas un livre qui est écrit pour critiquer tous azimuts, c'est pour que les gens puissent se faire une opinion aussi, même si je défends le dernier courant qui est l'écomodernisme, je le dis tout de suite. Mais Serge Latouche par exemple propose une diminution du niveau de vie des Français, de diviser ce niveau de vie par 4. Alors, il y a de quoi faire sauter 50 gouvernements dans le quart d'heure. Je veux dire, vous avez vu le mouvement des Gilets jaunes, simplement en passant de 90 km/h à 80 et en augmentant le prix des carburants, on a mis la France à ce feu et à sang pendant 2 ans. On s'est tapé une centaine de week-ends épouvantables dans tous les centres-villes. Ça a été une catastrophe absolue. Tout ça pour garder Nicolas Hulot au gouvernement, qui est parti quand même, et pour retirer le haut et le bas en fin de parcours. Donc, franchement...
il ne faut pas toujours confier la politique à des débutants ou à des amateurs. C'est pas fait pour ça non plus. Et donc là, on a vraiment l'exemple même d'un mouvement politique lié à un embryon de début de commencement de la décroissance. Ça ne marche pas. Et là-dessus, Yves Cochet a raison. Vous avez la Convention climat, qu'est-ce qu'elle propose? Elle propose par exemple d'interdire la publicité pour les voitures ou de nous empêcher de prendre l'avion pour aller de Paris à Lyon ou de Paris à Nantes. Ce n'est pas le millième du millième de l'épaisseur du trait en matière de réchauffement climatique. Donc c'est d'une connerie insondable pour dire les choses franchement. Et donc, ah oui, c'est enregistré, il ne faut pas que je parle comme ça, mais par moments, les mots disent la chose. Et donc, on a là vraiment des mesures qui sont un peu liberticides, mais qui n'ont aucun effet. Et donc, on est dans, à chaque fois qu'on a un embryon de décroissance, c'est la catastrophe. Alors maintenant, je vous disais que la décroissance, pour les théoriciens de la décroissance, elle n'est pas simplement une décroissance de la consommation, mais c'est aussi une décroissance de la population. Et on reprend encore aujourd'hui les thèmes popularisés par Paul Ehrlich en 68 avec son fameux livre, La bombe P, qui a été vendu à des millions d'exemplaires. Et ce livre, vendu à des millions d'exemplaires, était le livre le plus délirant qu'on ait écrit dans l'histoire de l'humanité. Je vous donne quand même quelques extraits du livre, parce que Paul Ehrlich a été professeur à Stanford, il était biologiste, il était scientifique, il avait tous les tampons. Bon, et il répand un certain nombre d'inanités, mais qui sont encore reprises aujourd'hui par les écologistes. Par exemple, quelques-unes de ces déclarations qui sont même pas piquées des hannetons. En 1980, l'espérance de vie des Américains ne dépassera pas 42 ans. Bon. Si j'étais joueur, je prendrais même le pari que dans l'an 2000, l'Angleterre aura disparu. Enfin, vous voyez, des choses comme ça. Et plus il disait des conneries, plus on l'invitait. Il passe 200 fois à la télévision dans l'année où il publie La bombe P. Et alors, c'est repris jusqu'à aujourd'hui, par exemple, chez Jean Covici, un polytechnicien. J'arrête de t'embêter. Et qui propose qu'on arrête de soigner les humains passés 65 ans. Comme j'en ai 70, je ne suis pas d'accord avec ça, vous voyez. Je vous lis le texte parce que je l'ai relu 3 fois, parce que franchement, je n'arrivais pas à croire qu'un type intelligent puisse écrire une connerie pareille. Dans les pays occidentaux, c'est un entretien accordé à Socialitaire en 2020. La revue, une revue assez délirante aussi. Dans les pays occidentaux, il y a un premier moyen de réguler la population de façon raisonnablement indolore, ne pas mettre tout en œuvre pour faire survivre les personnes âgées malades. Par exemple, plus de greffe d'organes pour les personnes de plus de 65 ans. Sympathique. Euthanasie écologique. Et donc, on a là des programmes de dépopulation qui sont quand même assez effroyables. Cousteau disait, il faudrait que 300... J'ai le texte, vous pouvez le retrouver dans mon livre. C'est horrible à dire, disait-il, dans un entretien accordé au courrier de l'UNESCO, mais l'idéal serait que 300 000 personnes meurent par jour pour qu'on revienne à un niveau de population acceptable pour la planète. Je ne développe pas la question de l'empreinte écologique, c'est une blague l'empreinte écologique, c'est une imposture totale qui est reprise par la presse chaque année, c'est une imposture complète parce que on calcule la productivité de la Terre par hectare, mais la productivité de la Terre par hectare, elle dépend à 100 000% de la technologie qu'on utilise, donc ça n'a aucun sens. Et donc tout ça continue à envahir le paysage intellectuel et politique en permanence. Donc j'ai un petit chapitre sur la notion d'empreinte écologique qui est une pure blague, mais c'est repris systématiquement. Personne n'ose critiquer. Si, Sylvie Brunel l'a fait très bien dans son livre sur le développement durable, une professeure de géographie à la Sorbonne qui est intelligente, mais aussi Michael Schellenberger dans des entretiens qu'il a accordés au Point qui sont remarquables, et sur cette question de l'empreinte écologique qui est une pure blague. Voilà. Encore une fois, ça n'a aucun sens de parler de productivité de la Terre sans tenir compte de la technologie utilisée. Donc les alarmistes révolutionnaires, Cochet me semble avoir raison, de toute façon, même si les décroissants avaient raison, c'est invendable. Donc ce n'est pas la bonne direction quoi qu'il arrive. On voit bien que même un tout petit peu de décroissance, ça met les gens dans la rue. Troisième courant, les autres, rassurez-vous, j'irai plus vite parce qu'ils sont quand même minoritaires et moins intéressants. Troisième courant, c'est évidemment le courant qui représente qu'on appelle le développement durable ou la croissance verte. En général, c'est ce qui plaît aux chefs d'entreprise. Ils sont favorables à la croissance verte et au développement durable. C'est ce qui plaît évidemment aux
aux politiques, au président de la République, au Premier ministre, parce que c'est moins rude que la décroissance et c'est évidemment moins rude que le catastrophisme. Donc on plaide pour la croissance verte et pour le développement durable. La vérité, c'est que dans les faits, ce n'est pas au niveau du problème. Et là, les décroissants ont raison de dire qu'au fond, ce qu'on appelle la croissance verte ou le développement durable, dans 99% des cas, c'est simplement de la décroissance molle. C'est l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, les résultats de la Convention climat. C'est par exemple interdire de prendre l'avion de Paris à Nantes. Encore une fois, ce n'est pas le millième du millième de l'épaisseur du trait. Donc ça n'a aucun sens. Et c'est ça qu'on appelle généralement le développement durable ou la croissance verte. Alors, je parlerai à la fin de l'écomodernisme. L'écomodernisme est le seul courant qui donne un sens à l'idée de croissance verte ou à l'idée de développement durable. Mais tel que c'est présenté aujourd'hui, encore une fois, c'est simplement de la décroissance molle. C'est pas au niveau du problème écologique, c'est pas au niveau des questions posées, et en même temps, c'est liberticide. Donc, c'est pas très intéressant. Voilà, on trie les poubelles, mais bon, c'est cosmétique, c'est pas radical. Et au fond, si on veut aussi séduire les jeunes sur le plan politique, il faut quand même proposer des projets qui soient un peu vendants, si j'ose dire, un peu radicaux. Voilà, donc je laisse de côté, c'est les COP 21, 22, 23, je ne sais pas, 26, 30, 32, 50, je ne sais pas où ça s'arrêtera, où les politiques s'engagent à prendre des résolutions considérables et merveilleuses, et comme ils ont quitté le pouvoir 2 ans après en général, ça n'engage strictement à rien. Donc je laisse ça de côté, ça ne m'intéresse pas. Et de ce point de vue-là, ce qui est fâcheux, c'est que ça donne raison aux catastrophistes et aux décroissants, parce qu'on n'est pas au niveau du problème posé, voyez. Donc c'est grave ce qui se passe. Après, vous avez trois courants que je ne développerai pas, qui sont d'ailleurs incarnés aujourd'hui par Sandrine Rousseau, par Greta Thunberg, donc c'est très présent. Vous avez ce qu'on appelle l'écoféminisme. L'écoféminisme est un courant qui apparaît dans les années 70. Il apparaît d'ailleurs en France d'abord, mais enfin, le nom apparaît en France, mais le courant est évidemment présent dans les universités américaines. Et le courant repose sur l'idée, donc je développe ça dans le livre aussi, donc je ne vais pas citer, je ne vais pas y insister ici, mais c'est un courant qui repose sur l'idée que la domination de la nature, l'exploitation de la nature des femmes et des animaux a été commise par la même personne, c'est-à-dire par le mâle blanc, pas occidental, par l'homme blanc occidental. Mais je dis mâle blanc parce que c'est l'homme au sens masculin du terme. Et donc, au fond, les femmes, les animaux et la nature ont été dominés, exploités de la même manière, et que par conséquent, par l'homme blanc, le patriarcat occidental, et que par conséquent, il n'y a pas de salut écologique sans une révolution féministe. Écoféminisme, avec cette idée que les femmes et les animaux sont dans le même bateau, si je puis dire, MLA, MLF. Alors en France, ça fait rigoler. Aux États-Unis, pas du tout. On considère que ça va absolument de soi. En Angleterre ou même dans les pays d'Europe du Nord, on considère que parce qu'on est utilitariste, que ça va de soi. L'utilitarisme est une philosophie extrêmement forte qui a été fondée par un philosophe qui s'appelle Jeremy Bentham au XVIIIe siècle. Et puis après, il y a toute une tradition jusqu'à Peter Singer aujourd'hui, qui a écrit justement la libération. Le livre s'appelle La libération animale et qui calque le MLF et le MLA, mouvement de libération animale, l'un sur l'autre, avec cette idée, voilà, le fondement de la morale utilitariste n'est pas du tout dérisoire. C'est l'idée qu'une action est moralement bonne quand elle augmente la somme de bonheur dans l'univers ou quand elle diminue la somme de souffrance dans l'univers. Et que par conséquent, tous les êtres qui sont susceptibles d'éprouver du plaisir et de la peine, de souffrir, font partie du droit. Les animaux y compris. Ça ne veut pas dire qu'on doit accorder les mêmes droits aux animaux qu'aux enfants humains. Par exemple, les souris n'ont pas besoin d'aller à l'école. Mais ça veut dire qu'on doit lutter contre la souffrance animale comme on lutte contre la souffrance des humains à proportion de la souffrance des uns et des autres. Et dans cette perspective-là, évidemment, le mouvement de libération des enfants, des femmes, des animaux, c'est le même fondamentalement, puisque ce qui caractérise la morale utilitariste, c'est la question de la souffrance. Le critère moral, c'est uniquement la souffrance. Calcul des plaisirs et des peines, comme dit Bentham. Et donc MLA, MLF, même combat. Et donc tout ça a été dominé par l'homme occidental. Le quatrième courant, c'est celui de l'écologie décoloniale, très bien représenté par Greta Thunberg, par Sandrine Rousseau, en France par Extinction Rébellion. Écologie décoloniale, c'est la même idée que l'écoféminisme, sauf qu'on rajoute les colonisés.
C'est-à-dire que les colonisés, les femmes, les animaux, la nature ont été exploités par l'homme occidental blanc, par le capitalisme. Tous ces mouvements sont évidemment anticapitalistes et pro-décroissance. Et par conséquent, il n'y a pas de révolte, il n'y a pas de politique écologique radicale sans prendre en compte l'idée que la colonisation est le modèle de l'exploitation des terres, de la dévastation de la planète. Et donc, on rajoute à l'écoféminisme l'homme colonisé, et donc colonisé, racisé, femmes, animaux, nature, même combat contre le mâle blanc occidental, contre le patriarcat. Et dans tous les textes de Greta Thunberg, les gens ne comprennent rien, parce qu'ils ne lisent pas vraiment. Greta Thunberg, pratiquement dans toutes ses interventions, relie écoféminisme et écologie décoloniale. C'est très très présent aux États-Unis, évidemment. C'est archi présent, notamment à la gauche du Parti démocrate. C'est du reste, on ne le sait pas, mais une des raisons pour lesquelles Joe Biden a quitté assez tranquillement l'Afghanistan, finalement, pour son électorat. Nous, en France, en Europe, on a trouvé ça un peu bizarre et un peu scandaleux et brutal, mais dans son électorat, au fond, l'occupation de l'Afghanistan apparaissait comme néocoloniale, pour dire les choses très rapidement. Et donc, quitter l'Afghanistan apparaissait comme un geste de libération de la culture locale qui est l'islam. Mais voilà, c'est leur affaire et ils ont le droit à la différence. Donc on a là un cinquième courant. Le sixième, c'est le courant des véganes qui se veut écologiste. Alors ne confondez pas véganes et végétariens, ça n'a rien à voir d'une certaine manière. Les végétariens ne consomment pas de chair d'animaux. D'ailleurs, souvent, ils consomment quand même du poisson, par exemple. Les véganes, c'est tout à fait autre chose. Les véganes refusent de consommer, d'utiliser tout ce qui est produit à partir des animaux. Ce qui veut dire qu'ils n'utilisent ni la laine, ni le cuir, ni le miel, par exemple, ni le lait, ni le fromage, parce que c'est issu de l'exploitation des animaux. Et par conséquent, ils n'utilisent pas non plus les médicaments, parce qu'ils ont été... Pratiquement tous les médicaments sont testés sur les animaux. Et il y a eu une loi en Italie contre les véganes, parce que les Italiens, le Parlement italien a considéré que c'était de la maltraitance des enfants que de ne pas les soigner avec des médicaments quand ils sont malades. C'est un vrai problème. Donc les véganes, ils sont vraiment extrémistes. Ils sont aussi contre les animaux domestiques parce qu'ils considèrent que les animaux domestiques, nos chiens et nos chats en particulier, sont trop dépendants de nous. Et donc cette idée de dépendance de l'animal par rapport à l'humain leur paraît exécrable. C'est vrai, d'ailleurs, mon chat est très, très dépendant de moi. Je dois reconnaître que si j'étais pas là, il s'appelle Protéine d'ailleurs, parce qu'il est fait de protéines essentiellement, et il mange quasiment que ça. Il est adorable, mais c'est vrai qu'il dépend beaucoup de moi, ça, il n'y a aucun doute. Et donc les véganes sont contre la laine, le miel, le lait, le fromage et les animaux domestiques, mais aussi les médicaments, ce qui est évidemment très problématique, mais ils considèrent eux aussi que c'est le seul moyen de parvenir à faire une véritable écologie. Je termine avec le dernier mouvement, qui est donc l'écomodernisme, et c'est celui que je trouve extrêmement intéressant. Il repose surtout sur trois idées que j'aime bien. La première idée, c'est l'idée de découplage. Alors souvent les gens la comprennent pas bien, je voudrais expliciter parce que c'est pas évident. Nous sommes aujourd'hui 8 milliards dans le monde, à peu près. J'arrondis, 7 milliards 900 millions, enfin on est 8 milliards de capi près. On est 8 milliards dans le monde et nous occupons 3% du territoire de la planète. L'urbanisation, c'est le phénomène majeur. Il faut que je vous dise un mot après sur la question de la surpopulation ou dépopulation, qui est liée à l'urbanisation. Vous verrez pourquoi. Et donc, ce que disent les théoriciens de l'écomodernisme, ils ont publié un manifeste qui est passionnant. Vous pouvez le télécharger sur Google, sur la toile. Il est traduit dans toutes les langues. Il est rédigé par le prix Nobel d'économie, William Nordhaus, et par Michael Shellenberger, qui est un type assez génial et qui est un militant écologiste, militant du climat depuis des années, qui a été classé à la une de Time, héros de l'écologie d'ailleurs. Il a fait sa bouille en une, et donc c'est un vrai écologiste, et il défend cette idée du découplage entre les activités humaines polluantes et le reste de la planète. Et donc ils sont favorables à ce qu'on continue ce processus d'urbanisation et qu'au fond le reste de la planète, mettons 90% du territoire de la planète, devienne une immense réserve d'absorption des gaz à effet de serre, de reconstitution de la biomasse
et de reconstitution de la biodiversité, qui sont des vrais sujets. Si on avait 90% qui étaient gérés comme on gère Porquerolles, une réserve nationale, on aurait évidemment la capacité d'avoir une absorption des gaz à effet de serre et puis reconstitution de la biomasse et de la biodiversité. Et donc, c'est ça l'idée. Alors évidemment, ça s'accompagne, sinon on ne comprend pas, d'une réforme complète de la ville, ce qu'on appelle en anglais 5-minute city. En français, on est moins ambitieux, on parle de la ville du quart d'heure, mais c'est l'idée qu'il faut réorganiser les villes de telle manière qu'elles soient vivables. Nos villes aujourd'hui sont assez absurdes parce qu'elles sont divisées en blocs qui produisent des milliards de kilomètres chaque année pour rien et dans des encombrements extrêmement pénibles. On a l'endroit où on habite, on a l'endroit où les enfants vont à l'école, on a l'endroit où on va travailler, on a l'endroit où on va faire ses courses, on a l'endroit où on va aller au théâtre, au cinéma ou ailleurs pour se divertir. Et c'est des milliards de kilomètres chaque année qui sont brûlés, si je puis dire, pour rien, avec des temps de trajet pour aller à son travail qui sont extrêmement pénibles et très longs. Et donc, il faut réorganiser la ville. Pareil. Alors évidemment, c'est plus facile avec les villes nouvelles qu'avec les villes anciennes, mais enfin, il y avait beaucoup de bâtiments dans les villes anciennes qui sont très mal utilisés. Les boîtes de nuit, le jour, ça ne sert pas à grand-chose, et les lycées, la nuit, ça ne sert pas à grand-chose non plus. Donc on a vraiment une marge de progression considérable avec cette idée que ce serait bien d'avoir des villes où tout soit à un quart d'heure, à vélo ou à pied, voilà, en gros. Donc on peut progresser considérablement pour éviter ces milliards de kilomètres perdus. L'idée de découplage, évidemment, ne veut pas dire que les humains ne pourraient pas aller dans ces réserves que seraient ces parcs naturels, par exemple. On pourrait bien sûr y aller, il y aurait bien sûr des activités, mais non industrielles. Et donc, en gros, on est, comme je disais, on est 4 milliards sur 3%, même pas, un peu moins de 3% de la planète. Imaginons qu'on aille même à occuper 10% de la planète, les 90% restants, ça vaudrait la peine de les utiliser comme une réserve sauvage dans laquelle, en plus, on pourrait se divertir et retrouver la beauté. Ils sont très sensibles, les écomodernistes, à cette question de la beauté. Très important, la beauté, de préserver la beauté, c'est très important. Et donc c'est pour ça que je suis absolument contre les éoliennes. Bon, enfin, il y a aussi d'autres raisons, mais les éoliennes, elles transforment tous nos paysages les plus beaux, enfin, notamment Sainte-Victoire, c'est quand même un scandale absolu. Ça transforme tous nos paysages en paysages industriels, ce qui pour un écologiste devrait être absolument inacceptable. Voilà. En plus, c'est pas rentable, et pour les éoliennes offshore, c'est bourré de terres rares. 40% des éoliennes offshore sont bourrées de terres rares, qui sont, comme vous le savez, j'espère, les 17 terres rares, les métaux rares, dont l'extraction se fait à 95% en Chine et dont l'extraction est abominablement polluante. Guillaume Pitron a écrit un très beau livre sur ces villages du cancer, comme on les appelle en Chine. Donc c'est vraiment les éoliennes, c'est pas la solution. D'ailleurs là-dessus, même Jean Covici, qui se définit comme un décroissant pro-nucléaire, a raison. La seule énergie verte renouvelable qui tienne la route, c'est le solaire, mais c'est pas les éoliennes. Donc la deuxième idée que j'aime beaucoup, donc la première idée, c'est le découplage. Donc organiser le découplage. Je l'ai dit X fois en France. J'ai l'impression d'ailleurs d'avoir été entendu puisque le président Macron a décidé de créer 5 réserves, 5 parcs nationaux en France. Je crois que ça vient de là. La deuxième idée, c'est le recyclage, enfin ce qu'on appelle le surcyclage. Et ce n'est pas le tri des poubelles, c'est très profond, parce que là, c'est une rupture radicale avec la logique capitaliste des premières révolutions industrielles. Et je vous parlais d'un projet radical, il faut aussi un projet radical. Quelle est l'idée ? L'idée, c'est qu'il faudrait concevoir les produits industriels de deux manières, qu'ils soient d'abord composés le plus possible d'ingrédients non polluants, ça va de soi que quand ça se disperse dans la nature, ça enrichisse les sols plutôt que de les polluer, mais surtout que les produits industriels soient conçus autant qu'il est possible pour être désassemblés en fin de parcours. Je connais bien le monde de l'automobile. Mon père fabriquait des voitures de course, il a fabriqué une quinzaine, je suis tombé dedans quand j'étais petit. Je peux réparer le moteur de ma 4 chevaux, je sais comment ça marche. Dans une voiture aujourd'hui, il y a 5 aciers différents. Il y a 5 aciers différents. Aujourd'hui encore, quand on recycle, même BMW, Audi, Mercedes qui sont très en avance, quand on recycle les aciers, on les recycle tous ensemble.
Et au bout de 3 recyclages, c'est l'acier de très mauvaise qualité, on ne peut plus rien en faire de sérieux. Et donc l'idée, ce serait, par exemple, de vendre les voitures pour l'usage et pas pour la propriété. Par exemple, vendre une voiture pour 100 000 km, ou 200 000 si on veut, ou 50 000 si on veut, ça on peut le négocier, mais de telle qu'elle soit construite de telle manière que les 5 types d'acier soient aisément désassemblables en fin de parcours, ce que commencent à faire évidemment les constructeurs allemands. Et donc, de telle sorte qu'on ait un recyclage quasi complet. Ils ont un slogan que j'aime bien, qui paraît bête, mais qui est en fait très intelligent. Tous ces éco-modernistes, tous ces théoriciens du recyclage, ils disent « la nature n'a pas de poubelle ». C'est le seul point sur lequel on doit prendre la nature comme modèle. Et en effet, si vous y réfléchissez, dans la nature, il n'y a pas la notion de déchet n'existe pas plus que la notion de nuisible. Ça n'existe pas, il n'y a pas de déchets, tout est recyclé dans la nature. Ils ont une métaphore, une allégorie plus exactement. Alors, il y a un livre que je vous conseille, enfin je le cite énormément, je le résume dans mon livre aussi, qui est écrit par un chimiste allemand qui s'appelle Braungart et par un architecte qui s'appelle MacDonough. En français, ça s'écrit MacDonough. Et ils ont écrit un livre qui d'ailleurs, le titre n'est pas traduit en français, ça s'appelle From Cradle to Cradle, du berceau au berceau, et non pas du berceau au tombeau, avec cette idée que tout est recyclable. Leur slogan, c'est « croissance infinie, zéro pollution ». Et ils ont une allégorie que j'aime beaucoup. Alors, je ne vais pas développer, ce serait trop long, je le fais dans le livre. Ils ont une allégorie que j'aime beaucoup, c'est l'allégorie du cerisier. Lorsque le cerisier, en juin, donne des cerises, il en donne beaucoup plus que ce qu'on va consommer. Il va réjouir l'estomac des humains, mais les cerises qui vont tomber par terre, elles enrichissent le sol, elles vont nourrir les étourneaux, elles vont nourrir les petits mulots, elles vont nourrir des insectes. Et tout ça, tout ce qu'on pourrait considérer, qu'on mettrait nous à la poubelle, n'est pas poubelle, n'est pas déchet, mais est utile, sont des nutriments utiles au sol. Il y a un chapitre qui est génial dans leur livre sur la fin des produits crétins, où on rajoute dans les shampoings, dans les produits cosmétiques, on rajoute un tas d'ingrédients pour contrebalancer ceux qui sont nuisibles. Et donc au final, il donne un exemple où il y a une vingtaine d'ingrédients dans un shampoing, tous sont inutiles, voilà, et nuisibles en vérité. Et donc fin des produits crétins, avec cette idée que si par exemple dans un pique-nique indélicat, au lieu de laisser des canettes de coca, des papiers gras et de l'aluminium, etc., on ne laissait que des ingrédients qui enrichissent les sols, le problème de la pollution serait assez largement réglé. Mais surtout, ce qui me plaît bien, c'est l'idée d'une rupture radicale avec le côté linéaire des premières révolutions capitalistes. Souvenez-vous, dans les années 50, on était dans l'idéologie du jetable, briquet jetable, stylo jetable. Enfin, on avait le sentiment que la planète était inépuisable. Voilà. Et donc ça, c'est idiot. Et là, il y a quelque chose de radical. Et la troisième idée, après je conclurai, la troisième idée, c'est que ce qui est assez génial, je trouve, c'est qu'on a affaire à une écologie qui n'est plus punitive ni culpabilisante. Pourquoi ? Parce qu'elle repose sur l'intelligence et pas sur la morale. Parce qu'en recyclant, on gagne de l'argent. Donc si vous dites aux chefs d'entreprise, par exemple, pour continuer mon exemple, ou aux constructeurs automobiles, qui vont gagner des milliards en vérité en recyclant intelligemment, en concevant leur voiture pour être désassemblée en fin de parcours, il est évident que c'est beaucoup plus motivant que si vous leur dites que vous allez les taxer abominablement et que vous allez les punir et que ce sont des salauds de capitalistes qui ne pensent pas aux générations futures. Donc c'est une écologie qui repose sur l'intelligence et pas sur la morale. C'est très différent. Elle repose sur l'intelligence, c'est-à-dire sur l'intérêt bien compris et non pas sur l'idée de culpabilité, qui aujourd'hui est évidemment le fonds de commerce quasi exclusif des écologistes. Un dernier point, et je vous laisse en paix. Il faut lire le livre qui vient d'être publié en français de 2 chercheurs canadiens qui s'appellent Ibbitson et Bricker. Et ces 2 chercheurs canadiens publient un livre qui s'appelle Planète vide. Très intéressant. Où ils disent que ce qui nous menace, c'est la dépopulation, pas la surpopulation. Et ils expliquent pourquoi. Ils disent le mythe de la surpopulation, depuis Paul Ehrlich, passant par Cousteau jusqu'à Jean Covici aujourd'hui, est un mythe, c'est-à-dire une fable fausse. Pourquoi ? Et ce qui nous menace, on va monter jusqu'à 8-9 milliards, mais après ça va descendre brutalement. Pourquoi ça va descendre brutalement ? Pour 2 raisons, peut-être une troisième qu'on peut mettre avec, et puis je m'arrêterai là, je vous laisse en paix. La première raison, c'est l'urbanisation.
Et c'est très intéressant, il y a des livres d'une sociologue, anthropologue américaine qui est prof à Princeton, qui s'appelle Viviana Zelizer, livre absolument passionnant sur l'histoire de l'enfance. Et ce qu'elle montre notamment, et qu'utilisent ces chercheurs, qui citent tous les grands démographes du monde entier, dans ce livre Planète vide, eh bien, ce que montre cette dame sur l'histoire de l'enfance, c'est que même aux États-Unis, au XIXe siècle, l'enfant à la campagne, c'est une aide très rapidement. Il va garder les vaches, les chèvres, il est immédiatement utile dès l'âge de 6 ans, 7 ans, 8 ans. À la ville, c'est un boulet. À la ville, c'est un boulet financier. Il coûte cher, il faut changer de bagnole, il faut une chambre de plus, l'appartement, ça coûte cher, la maison, ça coûte cher. Et donc, c'est un boulet financier à la ville, c'est une aide à la campagne. Donc, l'urbanisation conduit mécaniquement à la dépopulation. Et la deuxième raison, c'est l'autonomie des femmes, évidemment. C'est l'émancipation des femmes. Quand les femmes sont libres, elles ne veulent pas avoir 6 ou 7 enfants, c'est fini. Plus un pays est moderne, moins il y a d'enfants. L'Allemagne. 1,2. Nous, on est un peu au-delà, mais on est l'exception européenne. Et ce qui est très intéressant dans le livre de Dibitson et Bricker, c'est qu'il montre que ça ne touche pas simplement les pays occidentaux, mais ça touche aussi beaucoup de pays non occidentaux, en particulier les pays du sud-est asiatique, qui donnent les chiffres. Alors, je ne vais pas vous abreuver de chiffres, vous pouvez les trouver dans ce livre qui est tout à fait passionnant. Et donc, on voit que la dépopulation est en marche. Ça reste évidemment moins vrai pour l'Afrique et le monde arabo-musulman, mais c'est vrai quand même chez eux, malgré tout. Donc ça veut dire qu'on va très clairement vers une planète qui sera assez rapidement à 5 ou 6 milliards et non pas à 12 ou 13. L'ONU tient compte de ce raisonnement, est en train de corriger ses prévisions à cause de ce raisonnement. Urbanisation, émancipation des femmes. Troisième point, évidemment, c'est l'accès à la contraception qui est extrêmement facile. Voilà, et qui est peu coûteux. Donc là, on va vers une planète vieillissante. Et eux, alors ayant 70 ans, je ne partage pas leur point de vue, eux disent la vraie menace, c'est la vieillesse, quoi, parce qu'on sera moins performant, moins innovant, etc. Voilà, c'est en partie vrai, évidemment. On est meilleur à 20 ans pour être champion du monde d'échecs, encore que. J'ai joué contre Korchnoi, qui m'a d'ailleurs évidemment battu, mais il avait 55 ans, il était quand même champion du monde. Yann Lequin, breton. Il doit avoir pas loin de 60 ans. J'ai déjeuné avec lui l'année dernière, qui est le pape de l'intelligence artificielle dans le monde, qui est le patron de l'IA chez Facebook. C'est pas un gamin, c'est pas vrai. Mais enfin, en tout cas, c'est leur thèse. Ce qui menace la planète, c'est pas du tout ce que disait Paul Ehrlich, c'est la dépopulation et c'est le vieillissement de la population. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'on aura une population plus vieille. Et dans tous les pays modernes, démocratiques, c'est en effet ce qui se passe. Et donc, il cite pratiquement tous les grands instituts de démographie. C'est un livre très sérieux. Je ne suis pas démographe, mais ça me paraît quand même très, très bien argumenté et assez plausible. Voilà, je m'arrête là et ça vous indique pourquoi je défends cet écomodernisme. Et je vous conseille vraiment ça fait 50 pages de lire ce manifeste écomoderniste défendu notamment par William Nordhaus, donc un prix Nobel d'économie qui est assez convaincant et très argumenté. Merci à vous, je m'arrête là. Bien, merci pour cet extraordinaire exposé. Je pense qu'il a suscité beaucoup de questions et on va recueillir la première. Alors, je rappelle la règle du jeu. Vous levez le doigt et vous vous présentez quand on vous pose la question, car votre question et votre nom seront enregistrés et repris dans le compte-rendu. Oups. Oui, Jean de Cravasdoué, ami et admirateur de Luc, qui effectivement... C'est réciproque. Quelle place vois-tu pour l'agriculture dans l'écomodernisme ? Alors, je n'ai pas voulu en parler parce que c'est le sujet qui fâche. Mais, alors, c'est la vraie grande question. Je suis un chaleureux partisan, et là, j'ai fait ça à la commission chasse, agriculture du Sénat l'autre jour, ça ne passe pas du tout. Je suis absolument partisan de l'agriculture qu'on appelle cellulaire, de la viande cellulaire, mais ça vaut pour les légumes. Pourquoi ? Je pense que c'est paradoxalement le seul moyen de défendre les petites fermes. Il faut savoir qu'aujourd'hui, 98% de la viande consommée dans le monde est produite par l'industrie
L'industrie, c'est pas de l'élevage. Il faut savoir que, je vous donne les chiffres arrondis, mais ils sont dans le livre exactement. 80% des porcs élevés en France n'ont jamais vu ni le ciel ni la terre. Pareil pour les poules. Donc on a une agriculture intensive qui, je trouve, n'est pas de grande qualité, qui n'est pas, c'est le 3e pôle de pollution dans le monde, après l'industrie et les transports. Souffrance animale extrême, qu'on soit pour ou contre, moi j'aime bien les animaux, mais de toute façon, il y a 63 millions d'animaux domestiques en France, donc c'est un sujet qui monte de plus en plus et ça ne s'arrêtera pas. Moi j'avais cette discussion avec le patron de la FNSEA régulièrement, avec mon ami Eric Orsena, et on lui disait, de toute façon, tu ne peux pas éviter que la question de la souffrance animale monte de manière exponentielle, que tu sois pour ou contre. Et donc, Belin, voilà. J'oublie son prénom, mais très. Oui, voilà, Xavier Belin, très sympathique, d'ailleurs intelligent, sympathique et mort trop tôt. Et donc, voilà, donc la viande cellulaire, c'est quoi? C'est de la vraie viande, évidemment, ça part du vivant. C'est la viande qui est fabriquée à partir de cellules souches, on prélève les cellules souches, on les met en culture, et vous fabriquez du bœuf de Kobe, si vous voulez, mais à 15 € le kilo, au lieu de 400 ou 500 € le kilo. Vous pouvez la persiller de gras pour que ce soit bon, et surtout, il y a quasiment zéro, c'est délicieux. J'ai goûté, c'est excellentissime. Et je peux vous dire que c'est bien meilleur que les nuggets de poulet qu'on vous vend chez McDo. Et donc, c'est absolument excellent. Et donc, pourquoi? Parce que c'est de la vraie viande, tout simplement. Et donc, je pense que ça porterait un coup à l'industrie agroalimentaire, mais sauf qu'ils se reconvertiraient, puisque après tout, c'est eux qui le feraient. Et que ça permettrait de préserver les petites fermes, pourvu qu'ils élèvent convenablement. Écoutez, moi, j'ai passé 25 ans, les 25 premières années de ma vie à la campagne. Il faut être clair, on traitait les bêtes, c'était immonde. Enfin, il fallait voir ce que c'était que l'abattage du lapin ou du cochon. On arrachait l'œil du lapin vivant, il poussait des cris épouvantables. Tout ça, a plus ou moins disparu, mais c'est la vérité. Encore une fois, j'ai passé 25 ans dans une... Mes cousins, j'ai passé 20 ans les vacances chez eux, ils avaient une ferme à Montboudif. Mon cousin était le maire de Montboudif, il avait fait l'école avec Pompidou, il était l'instituteur et le maire de Montboudif. Et donc, ils avaient une petite ferme. C'était la façon dont on traitait les animaux, y compris le chien de garde, mais c'était épouvantable. Enfin, il faut être honnête, c'était dégueulasse, quoi. Et donc, moi, je suis pour défendre les petits éleveurs, mais je pense que paradoxalement, le meilleur moyen de les défendre, c'est de cultiver la viande cellulaire. De toute façon, qu'on le veuille ou non, alors vous pouvez être en total désaccord avec moi, mais ça n'y change rien. Le coût est parti, évidemment, parce que maintenant, le coût de la viande cellulaire est très faible. C'est pas plus cher que la viande fabriquée de manière industrielle ou même à la campagne, ça n'y change rien. Et de toute façon, vous ne l'arrêterez pas. Il y en a partout, même en France. C'est parti de Hollande, ça a été développé considérablement aux États-Unis, en Israël, c'est revenu en France, et c'est évidemment l'avenir. De même que aussi les pâtés d'insectes, etc. Mais l'avantage de la viande cellulaire, c'est que c'est de la vraie viande et vous pouvez la fabriquer excellentissime. Vous pouvez fabriquer des nuggets de poulet, vous pouvez fabriquer des côtes de bœuf, vous pouvez fabriquer... Alors, il y a quasiment zéro émission de gaz à effet de serre, il y a zéro souffrance animale, évidemment, par définition, il y a zéro souffrance animale, et donc ça ne s'arrêtera pas, quoi que vous en pensiez. C'est parti, et moi, je suis évidemment à fond pour. Et encore une fois, je voudrais pas que... Pourquoi je ne veux pas qu'on supprime les petites fermes? Parce qu'elles sont écologiquement très importantes pour l'organisation du territoire français, pour désherber, voilà. Et puis même, je trouve que, alors là c'est un vrai débat aussi, mais que la nature cultivée est parfois plus belle que la nature sauvage. Donc il y a une fonction des petits paysans, des petits éleveurs, des petites fermes, ou des moyennes, qui est absolument vitale. Là-dessus, Sylvie Brunel, avec qui j'ai eu cette discussion X fois, a raison. Mais encore une fois, la viande cellulaire, c'est l'avenir. Étienne Klein, commissariat à l'énergie atomique. Bon, merci pour cet exposé synthétique. J'ai une question à propos de cette proposition de laisser 90% de la surface de la Terre inoccupée. Oui. Bon, il se trouve qu'au CEA, on a des moyens de calcul importants pour des raisons qui ne sont pas directement liées à l'écologie. Et quand on utilise ces moyens de calcul pour prédire les conditions de température, mais aussi d'humidité à la surface de la Terre en 2070, ce sont des calculs qui ont été repris dans le dernier rapport du GIEC. On parle beaucoup de la température, mais on sait bien que quand la température est très élevée et si l'humidité est très forte, l'air est saturé en eau et quand on transpire, on n'est plus refroidi puisque
l'air étant saturé, la transpiration ne s'évapore plus. Oui. Bon. Et on connaît les courbes, corrélation entre température et humidité, qui font que la vie, l'air n'est plus respirable, les gens meurent. Et quand on regarde en 2070 les zones à la surface de la Terre où l'air deviendra irrespirable, plus au sens propre du terme, hein, irrespirable au sens où on meurt, plus de 50 jours par an, on trouve que ça fait une surface colossale. Ça concerne 3 milliards de personnes qui devront déménager. Et donc comment est-ce que ce scénario de préserver des grandes surfaces de la planète qui ne seraient pas occupées par des humains, alors que beaucoup d'humains vont devoir bouger? Mais elle serait occupée par des humains. Au contraire, elle serait en permanence occupée par des humains. Et c'est pour ça, j'ai peut-être mal expliqué tout à l'heure. Mais il y aura des restaurants, il y aura des parcs, il y aura des parcs d'attractions. Au contraire, ce seront des endroits magnifiques, mais qui seront occupés en permanence par des humains. Et oui, donc, c'est pas 90% de la surface, c'est ça que je veux dire. Si, ce sera 90% de la surface. La seule chose, c'est que les activités des humains n'y seront pas des activités industrielles ou polluantes, c'est ça. Mais ce sera au contraire très occupé par les humains. C'est comme si tu me disais à Port-Cros, il n'y a pas d'humains, mais il y en a en permanence à Port-Cros. C'est même débordé, il y en a trop même. Mais ils ont pas de zone où on ne pourra pas vivre. On n'a pas le droit de pêcher. On ne pourra pas vivre, on ne pourra pas respirer. On n'a pas le droit de jeter l'ancre, on n'a pas le droit de pêcher, il n'y a pas de voiture, etc. Oui, mais on peut aller à Port-Cros, l'air est respirable. Là, je te parle de zones où on ne pourra plus vivre. Elles seront condamnées par des conditions climatiques qui rendront la vie impossible. Mais ça, c'est pas le problème du découplage, c'est un autre problème. Mais c'est un gros problème. Oui, c'est un gros problème, mais ce n'est pas le problème du découplage, c'est le problème du réchauffement climatique. Mais encore une fois, le découplage ne signifie pas, c'est pour ça que à chaque fois j'ai du mal à le faire comprendre, mais ça ne signifie pas que ces 90% de réserves ne seraient pas occupées par des humains. Ce serait occupé par des humains, mais pas par des activités industrielles polluantes. C'est ça. De même qu'il ne s'agit pas d'obliger les gens à s'urbaniser à mort. On ne va pas entasser les gens dans des villes épouvantables de force. L'urbanisation se fait naturellement. Mais ça suppose... Alors ça, c'est très développé par McDonough et Braungart, notamment par l'architecte. Je parlais de la ville du quart d'heure, mais il faut aussi concevoir complètement différemment les bâtiments des villes. D'ailleurs, vous avez bien vu à Paris, par exemple, aujourd'hui, il y a j'oublie de quelle entreprise c'est, parce que j'ai un cuit de bulot et que je suis fatigué, mais ça vient de s'ouvrir, c'est magnifique. Les toits végétalisés, les terrasses végétalisées, la permaculture sur les toits, tout ça est en marche. Alors, il ne faut pas le faire, là, mon désaccord absolu avec Madame Hidalgo est là, il ne faut pas le faire dans les centres-villes historiques, c'est idiot, on ne va pas mettre des vaches place de la Madeleine, c'est absurde. Mais en revanche, on peut avoir, dès qu'on est un tout petit peu en banlieue, on peut avoir des constructions qui, par exemple à Bercy, on peut avoir des constructions avec des toits végétalisés, ce qui protège du froid en hiver et du chaud en été, et qui sont avec des terrasses végétalisées, avec de la permaculture, etc. Tout ça, c'est une vraie révolution qui va avec l'écomodernisme. Mais ça suppose en effet que nos villes deviennent agréables, mais surtout pas qu'on empêche les gens d'aller dans les réserves, dans les parcs nationaux. Ce serait au contraire. J'y insistais tout à l'heure. La beauté est cruciale pour les écomodernistes, et le fait au contraire qu'on puisse retrouver de la beauté. Et c'est pour ça que je disais que je suis contre les éoliennes, notamment sur la montagne Sainte-Victoire, ce qui est quand même un scandale absolu. C'est idiot de faire ça. Ça ne sert à rien, en plus, c'est totalement improductif. Anyway, voilà. Mais sinon, tu as raison, le problème que tu poses, il est majeur, mais c'est plus le problème du réchauffement climatique que le problème du découplage. Merci, Bruno Durieux. Un mot du climat, peut-être, oui. Pour faire remarquer que sur l'ensemble des problèmes écologiques, la pollution et tout ce qui tourne autour de l'écomodernisme trouve une solution dans les progrès de productivité en réalité et le progrès technique. La question du climat, elle, est vraiment différente. Je pense qu'elle est d'une nature éminemment différente. Pourquoi ? Parce qu'elle est mondiale, alors que les autres problèmes, au fond, sont régionaux ou sectoriels. Et là, on a un problème qui est mondial à tous égards. Qui est derrière l'analyse et qui fournit la base scientifique et politique ? C'est le GIEC. Et le GIEC, j'aimerais t'entendre sur ce sujet, parce qu'il a une place absolument considérable et on a du mal à rentrer et à débattre avec les auteurs qui sont des milliers, donc qu'on ne connaît pas, et des milliers de pages que personne ne peut lire. Oui. Merci. Alors,
Alors, c'est un sujet que je n'aime pas aborder parce que, bon, je suis évidemment pas climato-sceptique, mais dès qu'on émet la moindre petite réserve, on est immédiatement traité de négationniste, ce qui veut dire forisson, ce qui veut dire nazi. Bon, c'est très embêtant. C'est des sujets qui sont devenus radioactifs. On ne peut plus discuter sur ces sujets-là. C'est immédiatement la haine et l'insulte. Bon, je pense qu'il y a un autre problème qui est mondial, c'est le problème de l'eau. Voilà, je pense que la pollution des océans est, à mes yeux, mais non, peut-être que je me trompe, mais si je devais hiérarchiser les priorités, je pense que la pollution des océans est plus grave que le réchauffement climatique. Mais bon, mon ami Étienne Klein me dira le contraire. Maintenant, sur le GIEC, je vous renvoie à un livre que j'ai trouvé absolument remarquable, qui est le livre de Jean Stone, qui s'appelle Les clés du futur, qui est déjà un peu ancien, mais qui a le mérite rare, je crois unique, de relater les dissensions qui existent à l'intérieur du GIEC. Pas entre Allègre et le GIEC, mais à l'intérieur du GIEC. Et c'est très intéressant parce qu'à l'intérieur du GIEC, il y a par exemple la patronne de l'Institut de climatologie de Géorgie, ou en Allemagne, celui de l'Institut de Mayence en français, qui sont absolument opposés à l'idée qu'on va vers 4 degrés ou même vers 2 degrés, qui disent c'est complètement faux, qui disent aussi qu'il y a des avantages au réchauffement climatique. Et donc, je pense que ce qui serait intéressant, c'est de regarder davantage les débats qui existent au sein du GIEC et qui sont parfois extrêmement violents. Donc je vous renvoie à ce livre de Jean Stone qui est préfacé par Jacques Attali, ça ne veut pas dire que c'est un mauvais livre. Et donc, non mais c'est filmé, je ne devrais pas faire des blagues comme ça. Il va m'en vouloir en plus. Mais non, Jacques, pardon. Et donc, je plaisantais. Et donc, je pense que c'est un fil qu'on doit suivre, c'est de s'intéresser à ces débats internes au GIEC lui-même. Parce qu'après, ce qu'on lit, c'est dans la presse, c'est le résultat des courses. Mais il y a des débats extrêmement tendus. Je vous ai donné 2 exemples, Institut de Géorgie, Institut de Mayence, qui disent, mais vos prévisions sont totalement fausses, c'est pas vrai, on ne va pas vers 2,5, on ne va pas vers 4, on va vers 1,5. Vous sous-estimez la capacité d'absorption de la chaleur par les océans. Bon, je ne suis pas climatologue, je n'ai pas d'idée là-dessus, je ne peux pas me prononcer, mais je veux dire simplement que ce qu'on lit dans la presse comme résultat des courses, ce n'est pas forcément ce qui se passe à l'intérieur du GIEC. Et donc, ils ne sont pas unanimes, très, très, très loin de là. Hein. Et deuxièmement, encore une fois, la question des océans me paraît absolument gravissime. Voilà. Le continent de plastique, c'est quelque chose d'effroyable parce que ça, on ne peut rien faire, c'est irréversible. Voilà. Par ailleurs, les prévisions à 100 ans, je ne vois pas ce que ça veut dire, parce qu'on n'a aucune idée des moyens de transport qui seront les nôtres dans 50 ans. On n'en sait strictement rien, mais on n'en a pas le début du commencement de l'embryon d'une idée. Et donc, je ne sais pas. Maintenant, ce qu'il faut faire de toute façon, c'est décarboner l'industrie. Et décarboner l'industrie, là, même Jean Covici est d'accord avec ça, c'est pas les énergies vertes, c'est pas vrai, c'est le nucléaire. Voilà. Et donc, fermer Fessenheim est un crime contre d'écocide. Voilà. Si on applique la catégorie crime d'écocide qui est maintenant dans la loi, il faut d'abord et avant tout l'appliquer à la fermeture de Fessenheim. C'est un scandale absolu, c'est idiot. Et donc, d'un point de vue écologique, si on veut décarboner l'industrie, le solaire et le nucléaire, pour l'instant, c'est, à mon avis, les seuls qui marchent vraiment. Voilà, et surtout pas l'éolien. Glazel, mon nom. J'ai 2 questions. Quelle est la valeur économique de la beauté des paysages ? Et comment, énorme. Et comment financer énorme. La beauté des pays? Et parce que je crois que la population ne s'en rend pas compte. Ils ont tort. On admire, mais je veux dire parce que c'est implicite, c'est spontané. Bon, oui. Ça c'est ma première question. Et la deuxième question, est-ce qu'on pourra continuer d'être amoureux d'un taux de croissance ? Oui, moi oui, parce que j'aime bien, parce que moi je suis un philosophe de la perfectibilité humaine. Donc je pense que anthropologiquement, la perfectibilité, l'innovation, c'est quelque chose de fascinant, de passionnant. Donc contrairement à mon camarade Finkielkraut, j'aime le monde moderne. Je trouve que ce qu'on vit est absolument génial et qu'on a une chance. Donc je suis pour le transhumanisme, je suis pour l'allongement de la jeunesse, pas de la vieillesse évidemment. Il ne s'agit pas de fabriquer un peuple de gâteux en fauteuil roulant, mais je suis favorable à l'allongement de la jeunesse. Je trouve que
le prix Nobel de médecine Yamanaka, quand il a ce prix Nobel en 2012, parce qu'il a réussi cette performance que tout le monde croyait impossible, de reprogrammer des cellules d'adultes, des cellules différenciées, en l'occurrence des fibroblastes, des cellules de la peau, en cellules souches originaires, pas multipotentes, mais pluripotentes, c'est-à-dire celles qui sont capables de refabriquer les 220 tissus qui composent un corps humain. Je trouve que c'est absolument génial, parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, on n'a pas ralenti les processus de vieillissement, on les a inversés. Et donc Jeff Bezos vient d'investir 200 millions de dollars. Il a recruté Yamanaka comme patron de la boîte qu'il a créée pour travailler sur cette question de l'allongement de la jeunesse. Encore une fois, ce n'est pas l'allongement de la vieillesse, l'allongement de la jeunesse. Donc regardez ça, c'est génial. Donc moi, je suis amoureux d'un taux de croissance, oui, parce que ça veut dire innovation, ça veut dire perfectibilité. C'est un indice, évidemment, je plaisante un peu, mais c'est pour dire. Par ailleurs, sur la quantification de la beauté, la France est le premier pays touristique du monde. Et donc, là, je rejoins le combat de Stéphane Bern, il a raison. Qu'on détruise la beauté des patrimoines historiques. Quand vous voyez ces éoliennes qui pourrissent un magnifique village du Moyen-Âge, mais c'est un scandale, ou que ça pourrisse la montagne Sainte-Victoire, qui est le paysage qui a été le plus représenté par les peintres au monde, y compris, on connaît tous les tableaux de Cézanne ou de Van Gogh, mais c'est incroyable. Et donc, oui, ça a un coût considérable, parce qu'on va casser, à force d'enlaidir la France, à force de transformer tous les paysages ou tous les patrimoines monumentaux en paysages industriels, on va y perdre considérablement. C'est-à-dire que le tourisme, on ne peut pas chiffrer aujourd'hui, mais le risque est très grand que sur le plan économique, l'effondrement du tourisme soit une très mauvaise chose aussi pour nous. Et donc, l'intérêt et la morale et l'esthétique se rejoignent dans l'affaire. Voilà. Et donc, oui, la laideur, ça a un coût. Comme disait Raymond Lewy, l'inventeur du frigidaire, l'inventeur de la bouteille de Coca-Cola, le plus grand designer, l'inventeur de la Studebaker, pour ceux qui se souviennent des voitures un peu anciennes, la laideur se vend mal. Voilà. Et donc, d'un point de vue touristique aussi, la sentence est vraie. Lionel Rago, économiste. Donc, en tant qu'amoureux de la croissance, vous avez eu des mots durs quand même sur justement la croissance durable. Bon, vous avez évoqué les COP, oui. Mais les COP, c'est le problème qu'il n'y a pas de régulation internationale et que c'est la souveraineté nationale qui est le dernier arbitre. Oui. Et pourquoi on ne peut pas concevoir finalement la croissance durable très proche de l'écomodernisme ? Mais c'est ce que je vous dis, c'est ce que j'ai dit. Je l'ai dit au moment où j'ai parlé de... J'ai dit, mais je vous donnerai, en fait, avec l'écomodernisme, c'est le seul moyen de donner à la notion de croissance durable un sens. On est d'accord ? Simplement, ce n'est pas ce qu'on fait aujourd'hui, parce que l'écomodernisme est complètement inconnu en France. Si vous demandez à Macron ou à Mme Pompili ce que c'est que l'écomodernisme, ils n'en savent rien. Ils n'ont jamais lu ni Nordhaus ni Schellenberger, c'est ça le problème. Mais je suis entièrement d'accord avec vous, le seul moyen de donner un sens à la notion de développement durable et de croissance verte, c'est l'écomodernisme. Mais tel que c'est vendu aujourd'hui, non, c'est faiblard. Voilà. Mais on est entièrement d'accord. C'est juste que je n'ai pas été clair. Oui, bonjour, Christophe Angoulevent, Roland Berger, conseiller en management. En fait, vous n'avez pas beaucoup parlé de technologie jusqu'à présent. Enfin, c'est comme une évolution assez majeure. Alors, certains experts disent que ça crée de la croissance, d'autres de la décroissance. Qu'est-ce que dit l'écomodernisme sur ces évolutions technologiques, dont la digitalisation, l'intelligence artificielle ? Vous avez parlé un petit peu de Yann LeCunff. Enfin, moi, je pense que c'est un levier donc, très important pour demain. Donc... Oui, quand j'ai parlé d'agronomie, enfin d'agriculture cellulaire, c'est à 100 000% nouvelle technologie. Donc j'ai écrit un livre sur le transhumanisme. J'adore la troisième révolution industrielle. Voilà. Et donc je trouve la révolution de l'intelligence artificielle absolument géniale. Elle a 3 retombées qui sont majeures, notamment dans le domaine de la voiture autonome, que je trouve fascinante. J'ai fait 4 km dans Paris dans une voiture autonome, équipée par Valeo. Paris est une ville compliquée. C'est une ville dans laquelle il y a des trottinettes, il y a des vélos, il y a des piétons, il y a des gens hargneux, enfin bon, il y a des feux rouges, enfin, tout ça est compliqué. J'ai fait 4 km sans toucher une seule fois le volant.
Assez impressionnant. Pas une fois. Elle conduit très bien, très agréable, parce que assez rapidement on n'a plus peur, parce qu'elle fait tout parfaitement. Ce qui m'a fait rire, c'est que le seul endroit où elle ne peut pas passer, c'est la place de l'Étoile, parce qu'elle respecte le code de la route. Donc elle est bloquée. Il faut attendre 4 heures du matin pour qu'elle passe. Mais sinon, c'est assez fascinant. L'équipement de Valeo, j'étais avec l'ingénieur de Valeo qui avait équipé la voiture. C'était une voiture standard, c'était une voiture de série. L'équipement, c'est 5 000 €, c'est rien. Et donc, voilà, ça c'est une des retombées. La deuxième retombée, c'est tout ce qui concerne les biotech. La troisième, c'est le transhumanisme. Et les biotech, dont l'agriculture cellulaire, mais ce n'est pas que ça. Et je réponds maintenant vraiment à votre question. Grâce aux immunothérapies, vous voyez ce que c'est. J'ai fait 3 ans de biologie du cancer, sérieusement. J'ai travaillé avec Jean Dosset sur le séquençage du génome. Je n'ai jamais arrêté la biologie. Les immunothérapies du cancer ont guéri aujourd'hui en gros 50% de mélanome qui étaient mortels il y a encore 10 ans, même 5 ans. On les guérit. On les guérit comment? On les guérit avec le séquençage, soit avec une thérapie génique, c'est-à-dire le séquençage du génome par l'intelligence artificielle. On a calculé qu'il faudrait 40 ans à un oncologue pour séquencer une cellule cancéreuse. Il faut quelques minutes ou quelques heures à la machine, à l'IA. Et là, on peut cibler, avec une thérapie génique, on peut cibler la cellule cancéreuse et on peut la détruire. Sinon, on fait des immunos avec des immunothérapies avec CRISPR. CRISPR qui n'est pas simplement Cas9, c'est Cas12, c'est Cas13. Et ça, c'est très récent. C'est Jennifer Doudna, Emmanuel Charpentier, c'est 2012. Comme d'ailleurs Yamanaka. Donc tout ça est fascinant. On sauve aujourd'hui des vies grâce à ces nouvelles technologies. Quand les décroissants comme Serge Latouche, comme Aurélien Barraud, etc., ils plaident pour quoi? Ils plaident pour ce qu'on appelle les low-tech. C'est-à-dire le retour au moulin à café à bras, à la charrue, etc. Mais les low-tech, comme le dit mon ami Laurent Alexandre, les low-tech, il a un caractère de chien, mais c'est un type hyper intelligent, il a quand même raison. Comme Jean de Kervasdo, il a écrit un très bon livre sur l'écologie, tout à fait passionnant. Les low-tech en médecine, c'est la mort. 100% des leucémiques mouraient en 1950. Aujourd'hui, on ne meurt plus de la leucémie. Et donc, ou rarement, en tout cas beaucoup moins, à 90% on l'a guéri. Et donc c'est vrai que retourner au low-tech en médecine, c'est la mort. Mais ça ne les gêne pas puisqu'ils sont pour la dépopulation comme Jean Covici, donc ça ne les gêne pas. Si on revenait à une espérance de vie, elle est aujourd'hui de 80 ans pour les hommes, de 85 ans pour les femmes. On va peut-être perdre 6 mois à cause de la pandémie, mais c'est ça l'espérance de vie. Je vous rappelle les chiffres de l'espérance de vie. Au Moyen-Âge, on n'a pas vraiment de calcul, mais c'est extrêmement faible. Victor Hugo, quand il publie Les Misérables en 1862, là on a des chiffres. L'espérance de vie des Français, elle est de 37 ans. En 1900, l'espérance de vie des Français, je vous donne la moyenne homme-femme, elle est de 45 ans seulement. En 1945, hors guerre. En 1951, ma date de naissance, c'est 62 ans. Statistiquement, je ne serais pas là ce matin, ce qui serait extrêmement fâcheux. Et aujourd'hui, on a 79, 80 ans, 85 ans. Voilà, donc tout ça grâce à ces nouvelles technologies. Alors, ce que montre Guillaume Pitron dans son dernier livre, c'est qu'en effet, c'est très consommateur d'énergie. C'est 4% de l'énergie mondiale. Mais 4%, c'est jouable et ça vaut la peine. Voilà. Donc, je suis à fond contre les low-tech et à fond pour les high-tech. C'est pour ça, André l'a dit, je suis un gaulliste, donc quand même de droite, enfin droite républicaine, mais progressiste, contrairement à mes amis du Figaro. Oui, bonjour monsieur Tiffany Ketzveller, Suez. Alors moi j'ai 2 questions. Oui. La première, c'est je n'arrive pas à comprendre comment vous pouvez... Alors je sais, je suis chez Suez, donc l'eau, j'aime ça. Comment vous pouvez mettre en priorité l'eau par rapport au CO2 ? Moi je mettrais le CO2 en premier et l'eau bien sûr. Dans la mesure où si on se trompe sur le CO2, les conséquences sont tellement dramatiques. Je sais qu'il y a des débats au GIEC, mais de toute façon, si on se trompe, les conséquences sont terribles. Donc moi, j'aurais tendance à inverser les priorités. Surtout que l'eau, on peut la traiter. Enfin, il y a un vrai sujet sur l'eau, mais voilà. Et donc ça, c'est la première chose. C'est-à-dire, l'ordre des priorités me semble essentiel pour faire passer les messages, pour comprendre la hiérarchisation. Et la deuxième question, ce serait sur les mesures incitatives qu'il faudrait mettre en œuvre pour favoriser le développement de l'écomodernisme. Oui, alors sur le deuxième point, ce qui est très intéressant, je l'explique longuement dans le livre, c'est qu'ils ne sont pas du tout des néolibéraux, ils sont très étatistes, c'est-à-dire qu'ils pensent que
Moi, je suis gaulliste. Ça veut dire quoi, gaulliste? Ça veut dire que je suis républicain en politique pour l'autorité de l'État. Je pense qu'il en manque aujourd'hui considérablement. Et en revanche, je voudrais qu'on soit plus libéral encore en économie. Voilà, et que les entreprises ne soient pas dévastées par les charges sociales qui pèsent sur elles. Donc pour moi, gaulliste, c'est républicain et libéral. Voilà. Mais pour vous répondre, l'idée des écomodernistes, c'est que le rôle de l'État incitateur est considérable dans la politique écomoderniste. C'est-à-dire que pour créer d'immenses parcs nationaux, il faut une intervention de l'État qui soit massive. Mon ami Bernard Attali, le frère jumeau de Jacques, quand il était patron de la Datar, il a fait acheter tout le tour du golfe de Saint-Tropez, les 4 caps, Saint-Tropez, Taïa, Lardier, etc. Ça a été génial, ça a protégé, ça veut dire que c'est resté aussi beau que dans les années 50, ça a été un coup de génie. Mais ça, c'est l'État qui peut le faire. C'est pas, sinon, la prolifération anarchique des constructions immondes et faites n'importe comment, ça prolifère tout seul. Sur l'eau, j'ai pas parlé de l'eau. J'ai fait un séminaire avec Vivendi pendant 1 an, avec l'ancienne patronne de Total, et j'oublie son nom, mais c'est pas possible. C'est vraiment quand on regarde les neurones des vieux au microscope, c'est horrible. Ils meurent pas, mais alors les terminaisons, voilà, je cherche le nom, je l'ai sur le bout de la langue, je vois son visage, mais bon, enfin, oublions. Et donc, je parlais pas de l'eau, je parlais des océans. C'est pas du tout la même chose. L'eau, on peut la traiter, on peut même les désalinisateurs, ça marche très bien. Enfin, on peut faire 1000 choses avec l'eau qu'on consomme. Mais en revanche, sur les océans, je pense que le problème des océans est plus grave à mes yeux que celui du réchauffement climatique, mais que je ne nie pas. Encore une fois, je ne fais pas parce que... Oui, d'accord. Mais si vous voulez, quand je parlais tout à l'heure de l'eau, je parlais de l'eau des océans. C'est les ressources halieutiques. Et puis c'est le fait que ce continent de plastique qu'on a de facto... Vous savez, moi je vais souvent en Chine, j'ai traversé la mer de Chine, c'est une flaque de boue. C'est monstrueux. Quand vous regardez, c'est pas la Méditerranée, c'est horrible. Il n'y a pas un seul endroit, moi que j'ai traversé, j'avais des milliers de kilomètres en mer de Chine, c'est épouvantable à voir. En plus, c'est des continents de plastique, des parcs de plastique. Bon, et ça, vous savez que le plastique, au bout d'un certain temps, il se dissout dans l'eau et qu'on ne peut rien faire. Et ça a des conséquences, mais dramatiques, sur les poissons, sur les tortues. Bon. Et donc ça, voilà. Le réchauffement climatique, c'est très grave, mais encore une fois, on ne peut pas du tout savoir quels seront les avions dans 50 ans. Bon, ce qui est Air France averti aujourd'hui. Lapsus. Investi, putain, je suis fatigué, excusez-moi. Dans l'avion à hydrogène, dans l'avion électrique, bon, tout ça, on ne peut pas savoir à quoi ressembleront nos voyages et nos industries décarbonées dans 50 ans. Donc les prévisions du GIEC, elles sont toutes choses égales par ailleurs. Mais les choses ne sont pas égales par ailleurs dans 50 ans, c'est faux. Voilà. Notre industrie sera décarbonée si on le veut. Nos avions, nos voitures, ils ne seront pas polluants comme aujourd'hui. Donc si on le veut, voilà, c'est une question de décision. Et ça rejoint évidemment votre question. Les écomodernistes sont tous, sauf des néolibéraux, sont des gaullistes au fond. Ils sont républicains en politique et en même temps libéraux en économie. Voilà. Et ils sont évidemment pour les high-tech et contre le retour au low-tech, qui serait une catastrophe. Merci, madame. Claude Tello, juste un mot. Je trouve que les 3 principes que tu as donnés de l'écomodernisme sont tout de même de nature et de statut tout à fait différents. Oui. Le 3e, c'est l'écomoderniste est intelligent au lieu d'être de la morale qui vous punit. Bon, ça c'est très bien. Et on peut développer ce point dans les médias, c'est parfait. Et le premier, sur le découplage... c'est très très compliqué, hein, y compris vu l'observation de Étienne Klein. Ce que je trouve surtout, c'est le second qui est intéressant. Et ma question, c'est-à-dire provoquer en somme une économie circulaire parmi la fabrication et les objets et nos habitudes. Oui, c'est le plus important. Et donc j'ai 2 questions sur le second. Est-ce qu'il peut être autonomisé par rapport aux 2 autres principes? Parce que le 3e, c'est pas un principe à proprement parler, c'est simplement que... tu es le premier à démontrer que l'écologie peut être intelligente. Voilà, donc ça c'est parfait. Et rentable. Si, c'est important. Pour un capitaliste, c'est important. Et je rejoins madame à ce moment-là. C'est-à-dire, sur le second, qui moi me paraît central, créer une politique destinée à favoriser la circularité des produits, je m'adresse là à l'ancien politique. C'est-à-dire, comment tu vois ça? Parce que c'est toi qui as rappelé qu'un truc infinitésimal avait provoqué les gilets jaunes.
Si je crée des incitations très fortes pour changer totalement notre mode de production des produits, favorisant l'éco-circularité, comment le politique voit-il la réaction de la société française ? Eh bien, mon ami, c'est là que tu sous-estimes le troisième, que j'appelle principe faute de mieux. C'est que si tu dis à des constructeurs automobiles intelligents, on en a un en France, Carlo Tavares est extrêmement intelligent, si tu leur dis qu'au lieu de les emmerder, tu vas leur faire gagner de l'argent, ça booste le deuxième principe, évidemment. C'est pour ça que les trois sont quand même liés. Par ailleurs, le découplage n'est pas du tout quelque chose de difficile à mettre en place. Concrètement, ça signifie quoi ? Ça signifie que, pour parler comme dans les hôpitaux psychiatriques, si j'étais président de la République, je créerais en France une dizaine de grands parcs nationaux. C'est ça d'abord. Et c'est totalement faisable. Et ça plairait en plus politiquement aux Français qui seraient très heureux d'avoir l'équivalent de Porquerolles. Quand vous allez à Porquerolles, ben c'est bondé, c'est bondé, c'est bondé. Et les gens font attention. Il y a des règles extrêmement précises. Tout le tour de Porquerolles, on est à 5 nœuds en bateau. On ne peut pas jeter l'ancre à cause de la Posidonie qui est aujourd'hui en grande difficulté à cause de la taxifloria. Et donc, voilà, concrètement, ça veut dire d'abord ça, créer des grands parcs nationaux, des grandes réserves. Maintenant, le deuxième principe, encore une fois, si tu veux le booster, et c'est d'ailleurs ce qui marche aujourd'hui, puisque ça commence très largement en Allemagne, avec Audi, avec BMW et Mercedes notamment, ben c'est qu'on gagne de l'argent avec. Je te raconte un truc très rapidement, parce que c'est extrêmement fort. J'étais la semaine dernière, je faisais une conférence à peu près la même qu'aujourd'hui à la Fédération du béton. Et puis la semaine d'avant, j'étais à Embrun à la Fédération du bâtiment. Évidemment, ce sont des gens qui travaillent ensemble, comme vous pouvez imaginer. Ils ont passé un petit film absolument fascinant où on voit ces espèces de chariots parce que quand on a construit un grand immeuble, il reste des morceaux de béton gigantesques. Hein. Et avant, on ne savait pas quoi en faire. Vous voyez des chariots c'est comme des escaliers roulants, enfin, c'est qui transportent d'énormes cubes de béton, qui les cassent, qui les concassent, et un énorme aimant qui est gros comme le plafond, si je puis dire, qui aspire, qui aimante tous les métaux qu'il y a dedans, et ils recyclent le tout. Ils ont maintenant 7 bennes de recyclage. Et ce qu'ils sont en train de découvrir, c'est qu'ils gagnent de l'argent avec. Beaucoup d'argent. Et donc, au lieu d'être emmerdés par les gravats et que ça ne serve à rien, et ça, c'est la loi qui les a obligés à le faire. C'est là que je redeviens gaulliste, si tu veux. C'est la loi, c'est l'État qui a obligé à le faire. Et en fait, les types s'aperçoivent qu'au lieu d'être embêtés avec cette obligation légale, ils gagnent de l'argent avec. Et donc, même chose pour l'automobile. Et au fond, si tu veux, c'est un tout autre niveau, parce que c'est une rupture avec le capitalisme traditionnel, linéaire. Et c'est d'un tout autre niveau que le tri des poubelles, qui est assez cosmétique, il faut bien le dire. Voilà. Et donc, c'est pour ça que le troisième point n'est pas entièrement innocent ou non important, parce que quand tu t'adresses à des gros industriels dont le métier, comme me disait Yvon Gattaz, que j'adore, qui est un type formidable, et il me disait toujours, bon, d'accord, la RSE, la RSM, enfin, on est quand même là pour gagner du pognon. Et c'est vrai que si on n'en gagne pas, on ne peut pas faire de RSE, on ne peut pas créer d'emplois, on ne peut pas payer convenablement ses salariés. Donc, je pense que l'incitateur pour les entreprises, pour les grandes entreprises, c'est quand même de sortir de l'écologie punitive pour être dans une écologie incitative. Voilà. Ça change tout, politiquement, puisque c'était ta question. Alors, mais on est au tout début, hein, c'est évidemment... Dominique Gouzelou, je suis breton, et quand nous, on tuait un lapin, ouais, on le saignait, on ne lui arrachait pas l'œil. Ben c'est bien, bravo. Voilà. Mais comme quoi, suivant les régions, oui, les comportements sont différents. Il y a aussi des gens bien chez les Bretons. Comme partout. Alors, je voudrais m'inspirer d'Yann Benachour, qui a écrit La deuxième Fatiha. C'est une question qui s'adresse aux philosophes. Oui. Toute religion, voire pensée universelle, portée par un groupe d'hommes à son premier jour, est libération, voire révolution. Malheureusement, elle ne peut échapper à une fatalité historique. Une fois entrée dans le mécanisme de l'institutionnalisation sociale, elle devient un facteur essentiel d'asservissement, un carcan pour la liberté. Comment en sortir ?
d'un point de vue strictement philosophique, pourquoi je m'intéresse à ces questions d'écologie, qui par ailleurs ne m'intéressent qu'assez moyennement en vérité, parce que je ne suis pas tétanisé d'angoisse par le réchauffement climatique ou par la pollution des océans, ça ne m'empêche pas de vivre. Hein, voilà. Je vous ai donné les chiffres de l'espérance de vie, la vérité c'est qu'on a incroyablement progressé en termes d'espérance de vie, donc voilà. Même si je considère que mourir à 100 ans est une mort précoce, néanmoins, c'est quand même le cas général. Bon, et encore, il faut y arriver. Moi, ce qui m'intéresse dedans, et là, je me retourne vers le philosophe, en fait, derrière ce qu'il y a philosophiquement, il y a un débat qui est depuis le XVIIIe siècle, le débat entre le romantisme et les Lumières. Le romantisme, c'est l'antimodernisme, c'est la haine de la modernité, c'est la haine de la démocratie, c'est la haine des Lumières, c'est la haine de la science. C'est le retour à la Urnatur ou à la wilderness, pour prendre les termes des romantiques américains ou allemands, la nature originaire, l'état sauvage. Et donc, n'oubliez pas que les romantiques allemands ou en Suisse, on était très romantiques aussi. D'ailleurs, ça n'empêche pas que le romantisme est un mouvement fascinant, et aussi sur le plan esthétique. La musique romantique est somptueuse, à mes yeux, la peinture romantique aussi. Même les tableaux de Karl Friedrich sont magnifiques. Bon. Mais c'est la haine de la modernité. On construisait des fausses ruines. On reprenait le mythe de l'Atlantide, de Platon, avec l'idée que les temps anciens étaient bien supérieurs. Nostalgie, Sehnsucht. Nostalgie, le mot est inventé au XVIIe siècle par un médecin suisse. Et il n'existe pas en grec. Avec deux mots grecs, nostos et algos, c'est la douleur du retour. Ça donnait Nestor en français, le prénom. Et donc c'est la douleur du retour. Il avait inventé ce mot parce qu'il soignait les soldats suisses qui étaient envoyés à l'étranger et qui avaient la nostalgie de la patrie, Heimat. Et donc ce mot est inventé au XVIIe siècle par ce médecin suisse qui s'appelle Harder. Et il est inventé pour désigner évidemment ce qui va être un peu plus tard le mouvement romantique, c'est-à-dire qui est animé par la nostalgie. Et là, c'est extrêmement puissant en France. On parlait tout à l'heure de Régis Debray, de Finkielkraut, ce sont des gens qu'on respecte, qu'on aime bien, mais dont je ne partage absolument pas les idées, parce que je trouve que ce monde moderne est 1 milliard de fois supérieur au monde ancien. Et donc, derrière ce débat sur l'écologie, il y a la querelle du romantisme et des Lumières. Et qu'est-ce qu'ils veulent revenir en arrière? Mais réfléchissez à ça. Revenir en arrière à quoi? Les années 30, Hitler et Staline qui se partagent le monde, une guerre qui va faire 65 millions de morts. La guerre d'Algérie, les accords d'Évian, c'est 62. Une époque où les femmes n'avaient pas le droit de vote. Mais enfin, ils veulent revenir à quoi? Je suis la première génération dans ma famille à ne pas partir de garçons, à ne pas partir faire la guerre. On dit aujourd'hui les jeunes vont très mal, etc., la pandémie. Mais enfin, on rigole. Les jeunes, dans les générations antérieures, ils sont tous partis se faire tuer par millions. Que ce soit la guerre d'Algérie, mon père a fait la guerre de 40, mon grand-père la guerre de 14, et puis je peux remonter comme ça jusqu'aux guerres de Hollande de Louis XIV. Et donc, regardez, même encore en 68, regardez le monde en 68. Vous avez l'Amérique latine, c'est Videla, Pinochet. La Russie, je fais mes études en Allemagne, à Berlin, c'est l'abomination de la désolation. Les pays de l'Est, la catastrophe absolue. Mais en France, Franco est encore vivant, il meurt en 74. Les colonels grecs, ça vous plaît? Salazar, le Portugal est un pays fasciste. On a 3 pays fascistes en 68 au cœur de l'Europe. Bon, donc cette nostalgie, ce retour en arrière, c'est de la blague. Jamais aucun de ces nostalgiques n'assumerait véritablement le retour en arrière. Ils ne veulent pas revenir à Pinochet, à Hitler, à Staline, au colonel grec, à Franco. Ça n'a pas de sens. Voyez, et donc ce monde est infiniment supérieur. C'est une historienne que j'aime beaucoup qui disait à Finkielkraut, mais enfin, tu voudrais revenir à un monde où les femmes n'ont pas le droit de vote? Enfin, il n'y a pas d'homme libre sans femme libre. Bon, donc voilà ce qu'il y a derrière. C'est ça qui m'intéresse. Philosophiquement, c'est ça. Sinon, jamais je me serais intéressé à l'écologie. Yes. Merci. Sylvain Templier, député de Haute-Marne. Monsieur le député. De quel bord? Centriste. Et de quel centre? Macron ou Bayrou? Les deux, l'un puis l'autre. Ah, d'accord. Je ne suis député que depuis 1 an puisque je suis... on vous pardonne. Je voulais... merci pour cette présentation des 7 théories écologistes. C'est très, très éclairant.
Je pense, vous avez dit tout à l'heure d'ailleurs que Barbara Pompili et Emmanuel Macron n'étaient peut-être pas au courant de l'existence de l'écomodernisme. Je n'en suis pas certain. D'ailleurs, vous êtes vraiment un fan. Vous l'avez rappelé, il y a un objectif de 30% de la surface française en aire protégée à l'horizon 2030. C'est en bonne voie. Voilà. Et je suis député du territoire où il y a le 11e parc national de forêt entre Champagne et Bourgogne. Magnifique. C'est comme sur la bonne voie de notre ami, c'est bien. Voilà, de l'écomodernisme. J'ai par ailleurs vu le recyclage du béton dont vous parliez tout à l'heure et qui a effectivement beaucoup de vertus et on peut effectivement faire confiance à la technologie pour nous apporter des tas de solutions. Et en fait, l'écomodernisme est déjà un petit peu là. Mais c'est vrai que ça n'est pas la seule théorie qui guide les choix gouvernementaux. J'ai bien entendu aussi vos critiques, en tout cas les nuances qu'il fallait apporter aux travaux du GIEC. Et vous avez tout à fait raison dans ce sens, il faut des nuances. Et ne pas s'enfermer dans une théorie plutôt que l'autre. Pourtant, malgré tout, certaines de ces théories sont intéressantes. Par exemple, nous avons arrêté la fabrication et les émissions de gaz de CFC. Malgré tout, aujourd'hui, la couche d'ozone continue à s'agrandir. Le trou, pardon, dans la couche d'ozone continue à s'agrandir et continue à être inquiétant, puisqu'il faut beaucoup de temps pour que tout ça... Il y a une grande inertie dans la nature. J'ai oublié ma question, mais en gros, c'est ça. En gros, c'est ça. C'est ça. Est-ce qu'il ne faut pas... Cette théorie ont quand même, je pense, le mérite d'exister. Est-ce qu'il ne faut pas avoir un petit peu plus de nuances et ne pas dire c'est l'écomodernisme qu'il faut choisir? Et voilà, vous avez dit, je me suis intéressé à l'écologie. Oui, c'est intéressant d'avoir des fois quelques extrémistes, même s'ils ont tort. Oui, si on veut, moi en 68, j'avais 17 ans, les extrémistes, il n'y avait que ça autour de moi. Moi, j'étais déjà gaulliste, parce que mon père s'était évadé 4 fois des camps nazis et que je ne pouvais pas être autre chose que gaulliste. Mais donc, j'ai connu ça très près. Oui, ça m'a apporté des choses, évidemment. C'est toujours intéressant de discuter avec des décroissants. Moi, j'adore discuter avec Yves Cochet, par exemple. Mais je partage aucune de ses idées pour autant, mais j'aime beaucoup discuter avec lui. Non, ce que je voudrais vous dire sérieusement, c'est que ce qu'on oublie toujours en France, c'est que, soyons clairs, même si on rayait la France de la carte intégralement, vous supprimez les 67 millions de Français, vous supprimez toutes les bagnoles, tous les avions, toute l'industrie française, toute l'agriculture, tout ce que vous voulez. Vous voyez, ça ne changerait strictement rien au réchauffement climatique. Voilà, c'est ça le problème. Donc on ne voit pas en France, pour ça que quand je disais tout à l'heure nous interdire de prendre l'avion pour aller à Nantes, c'est complètement con, parce que ça ne change rien à rien, parce que c'est pas ça qui va empêcher les Indiens et les Chinois, ils sont quoi, 3 milliards aujourd'hui, et donc plus l'Amérique, le Brésil, plus les pays de l'Est et la Russie, ils n'ont rien à foutre de la Convention climat française. Vous comprenez ça? Et donc, il faut réfléchir à ça. Donc, le rôle de l'Europe, si on veut faire quelque chose, c'est pas la France. On a vu que la France toute seule, elle sert de paillasson aux États-Unis dans l'affaire des sous-marins australiens. Ils en ont rien à foutre. On rappelle nos ambassadeurs, ils en ont rien à cirer. Ça les fait rigoler. Donc, la conclusion à en tirer, c'est que la France, quelles que soient les qualités exceptionnelles de notre pays, n'est rien sans l'Europe. C'est tout, point final. Et donc les Zemmour ou autres, ou Mélenchon qui veulent nous dire on va revaloriser la France toute seule, ça n'a aucun sens aujourd'hui. Aucun. Donc si on veut être patriote français, il faut d'abord être européen. Si on veut revaloriser la France dans le monde, la voix de la France dans le monde, il faut d'abord être européen. Parce que tout seul, à 67 millions, on n'est rien. Ni sur le plan diplomatique, ni sur le plan militaire, ni sur le plan écologique. Et encore une fois, vous rayez la France de la carte, ça ne change rien. Donc quand on prend des mesures liberticides qui sont le millième du millième du millième de la question que vous évoquez, réchauffement climatique, on est simplement ridicule. Ça n'a de sens que si ça sert de modèle aux autres.
Là, oui. Mais le modèle, que ce soit en matière de régulation, par exemple, du transhumanisme ou des biotech, ou que ce soit en matière de régulation écologique ou régulation financière, ça n'a de sens que si c'est porté par la voix de l'Europe dans le monde. Parce que l'Europe, pourquoi je dis l'Europe? Là encore, philosophie. L'Europe, elle a derrière elle le judaïsme, le christianisme, la mythologie grecque, la philosophie grecque, c'est les deux piliers. Au fond, c'est la Bible d'un côté, la mythologie grecque de l'autre. C'est comme dans un avion à 2 réacteurs, c'est ça qui a fait la civilisation européenne, plus les Lumières et la révolution scientifique. Et puis les droits de l'homme, la République, la démocratie, c'est ça l'Europe. Et donc on a une voix qui peut compter si on est unis. Et voilà pourquoi, je termine avec ça, on va peut-être s'arrêter, sinon mon genou va me laisser en rade. C'est pour ça que je plaide depuis des années pour une Europe à 10. Et je termine avec ça parce que c'est le fond du problème. Une Europe à 10. C'est-à-dire la vieille Europe. Ça ne veut pas dire qu'on chasse les autres, on est 27, 28 aujourd'hui, on est 19 dans la zone euro. On n'a jamais vu dans l'histoire de l'humanité une monnaie unique avec 19 crétins qui se battent en duel derrière et qui visent chacun l'intérêt national et pas le bien commun européen. Derrière le dollar, il y a l'armée américaine. Et donc, si on veut avoir un euro qui tient la route, il faut une unification. Or, cette unification ne sera possible qu'à 10, en luttant férocement contre le dumping fiscal, surtout, là-dessus Giscard avait raison, et le dumping social. Aujourd'hui, pour vous donner un exemple, l'IS, l'impôt sur les sociétés, est 3 fois inférieur en Irlande à l'impôt sur les sociétés en France. Pourquoi voulez-vous que des entreprises comme Uber ou comme Google, qui vont payer leurs impôts en Irlande, viennent les payer en France ? Même moralement, il serait idiot de le faire. Le rôle d'un chef d'entreprise, c'est pas de couler sa boîte. Et donc, si on n'a pas une harmonisation fiscale, la décision de Joe Biden à 15% est une plaisanterie. C'est à 23% qu'il faut aller. Et donc, d'ailleurs, c'est ce qu'il voulait faire au départ. Et donc, il faut qu'on ait une harmonisation fiscale et sociale à 10 pays qui sont du même rang, si je puis dire, économique et démocratique, en disant aux autres, on les chasse pas. On fait un nouveau traité de Rome, mais on leur dit, si vous voulez dire à la Hongrie ou à la Pologne, si vous voulez venir, vous venez avec nous, mais vous respectez les règles. Tant qu'on ne fera pas ça, il n'y aura pas d'Europe puissance. Et tant qu'il n'y aura pas d'Europe puissance, il n'y aura pas de France puissante. Voilà. Et donc, c'est ça le fond du problème. Et donc, sur l'écologie, c'est ça qui est derrière. Si la voix de l'Europe sur l'écologie doit être une voix mondiale qui porte, il faut qu'on ait une Europe à 10 qui soit unie, sans dumping fiscal et sans dumping social. Voilà. Et donc, moi, je suis très pro-européen, mais pas l'Europe telle qu'elle est là. Et donc, quand on crée la monnaie unique, il faut unifier le souverain derrière. Il n'y a pas de monnaie unique sans un souverain unifié derrière. Et le souverain unifié, il peut être à 10, il ne peut pas être à 19, c'est pas vrai. En plus, on fait rentrer la Bulgarie, enfin, tout ça est ridicule. Et donc, cet élargissement a tué l'Europe, il faut en tirer les conséquences. Et si on veut avoir une voix qui porte, il faut qu'elle soit européenne. Encore une fois, l'expérience des sous-marins là est fascinante parce que on voit vraiment que on rappelle les ambassadeurs. D'abord, c'est pas une rupture diplomatique, ils vont retourner. Hein. Ils vont retourner aux États-Unis, ils vont retourner en Australie. Et donc les mecs, moi je lis la presse américaine, j'ai enseigné aux États-Unis, je me suis marié même aux États-Unis. Je vais pas vous raconter ma vie, mais enfin je lis l'anglais, je parle anglais couramment. Et donc quand je lis la presse américaine, ils se foutent de notre gueule, ils rigolent. Ils en ont rien à foutre qu'on ramène les ambassadeurs, ça les fait marrer. Et en plus, ils se vengent du discours de mon ami Dominique de Villepin à l'ONU, qui avait été un séisme, et que les Américains, de droite comme de gauche, républicains ou démocrates, ne nous ont jamais pardonné. On s'arrête là ? Merci à vous. Il est temps de remercier en effet très chaleureusement Luc pour le brio et la richesse de son propos, aussi bien dans l'exposé que dans la discussion. Je me permets simplement une petite remarque qui n'est même pas une question, c'est que je trouve très éclairante l'opposition entre le romantisme et les Lumières. Mais peut-être plus éclairante si on pense aux romantiques allemands que si on pense aux romantiques français, ou en tout cas aux plus grands d'entre eux. Parce que du côté des Lumières, Diderot en fait partie, et donc notre institut est bien sûr d'accord pour dire qu'il faut défendre les Lumières, mais le plus grand des romantiques français, qui est évidemment Victor Hugo, et Victor Hugo, heureusement, et non pas hélas, comme disait André Gide, c'est le romantique progressiste. Et je dirais de plus en plus progressiste en vieillissant. Et je suis heureux de voir que Luc poursuit le même chemin. Merci à toi, bravo, merci à tous. Merci à toi.